Quand ma fille leva son verre et dit « à la liberté d'en être enfin débarrassée ». À mes propres funérailles, j'ai senti mon âme se briser en mille éclats. Quelques jours plus tard, je la regardais vendre mes bijoux pour s'offrir des vacances à Monaco. C'est là que j'ai réalisé que l'enfant pour laquelle j'avais tout sacrifié attendait ma mort depuis toujours. Si vous me lisez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert la véritable nature de quelqu'un au moment où il vous croyait absente. Croyez-moi, cette histoire empire avant de s'améliorer. Je n'aurais jamais cru assister à mes propres funérailles. Le voile noir que je portais ce jour-là me semblait un linceul d'échec. Échec en tant que mère, en tant que juge des caractères, en tant que femme qui croyait en la famille par-dessus tout. L'église était Sainte-Catherine, là où j'avais fait baptiser mon Alexandra 42 ans plus tôt. Là où j'avais tenu sa petite main lors des funérailles de son père, quand elle n'avait que 7 ans. Là où j'avais prié d'innombrables fois pour son bonheur et sa réussite. Maintenant, ces mêmes vitraux projetaient des ombres colorées sur mon cercueil, vide, bien sûr. Le rapport du médecin légiste indiquait une insuffisance cardiaque. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Mon cœur défaillait depuis des années, je n'avais juste pas reconnu les symptômes. Permettez-moi de revenir en arrière. Je m'appelle Eleanor Blackwood. J'ai 68 ans, bien que la nécrologie rédigée par ma fille m'ait rajeuni de 5 ans, l'un de ses gestes les plus gentils, je suppose. J'ai passé 34 ans à siéger au tribunal fédéral avant de prendre ma retraite le printemps dernier. Ma vie a été définie par les règles, par les conséquences, par une croyance quasi religieuse en la justice. C'est peut-être pourquoi cette trahison m'a tant meurtri. Moi qui pouvais voir à travers les mensonges des criminels endurcis, je n'ai pas pu voir à travers la façade de ma propre fille. Les premiers signes furent subtils, comme des nuages s'amoncelant si lentement qu'on ne remarque pas l'assombrissement du ciel avant le premier coup de tonnerre. Les appels d'Alexandra devinrent moins fréquents. Ses visites à mon appartement-terrasse coïncidaient toujours avec un besoin. De l'argent pour son entreprise de décoration d'intérieur, des bijoux apportés au gala de bienfaisance, ma signature sur des documents pour la fiducie familiale. Quand elle venait, ses yeux scannaient ma maison avec un regard calculateur que je connaissais bien des prétoires. Le regard de quelqu'un qui évalue la valeur, cataloguant les biens. « Maman, disait-elle, en caressant la lampe Tiffany qui avait appartenu à ma grand-mère, tu devrais vraiment envisager de réduire la taille de l'appartement. Toutes ces antiquités doivent être un tel fardeau à entretenir. » Puis, presque comme une arrière-pensée, je serais ravie d'entreposer quelques pièces chez moi. Je souriais et changeais de sujet, mettant cela sur le compte de son sens pratique. Alexandra avait toujours été matérialiste, même enfant. Je me souvenais comment elle serrait ses poupées contre sa poitrine en criant « à moi », lorsque ses camarades de jeu essayaient de les toucher. J'avais pensé que c'était une phase. Maintenant, je me demande si j'aurais dû y voir un avertissement. L'idée de simuler ma mort m'est venue après une conversation particulièrement troublante que j'ai entendue par hasard le Noël dernier. Alexandra et son mari, Richard, étaient dans la salle de bain d'invités. Je passais avec un plateau de coupes de champagne quand j'entendis mon nom. « Ta mère a l'air fatiguée, » dit Richard, la voix basse. « Tu penses qu'elle va plus mal ?»« Mon Dieu, j'espère bien, » répondit Alexandra, et la cruauté décontractée dans sa voix me glaça. Le docteur Clément a dit que son problème cardiaque pouvait durer des années, ou qu'elle pouvait mourir demain. Je parie sur demain. J'ai déjà un acheteur intéressé par son monnaie. Je restais figée, les coupes de champagne tremblant dans mes mains, tandis que ma fille, mon enfant unique, continuait. Le testament est en béton. Tout me revient. L'appartement-terrasse à lui seul vaut 11 millions d'euros sur le marché actuel. Ensuite, il y a la résidence secondaire, la collection d'art, la fiducie. Nous n'aurons plus jamais besoin de travailler. Et tes cousins ? Ta tante Marianne, demanda Richard. Alexandra rit, un son dur que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Ils auront des babioles sentimentales. Maman a toujours cru que la famille était tout. Eh bien, je suis sa famille, n'est-ce pas ? La seule qui compte. Je me retirai dans la cuisine, posai le plateau et serrai le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon cœur ne défaillait pas médicalement, mais à cet instant, je le sentis se fendre. L'enfant que j'avais élevé seul après la mort de son père, la jeune fille que j'avais envoyée dans les meilleures écoles, la femme dont j'avais financé l'entreprise, elle attendait que je meure. Cette nuit-là, après leur départ, je m'assis dans ma bibliothèque, entourée de premières éditions et de photographies de famille. L'une d'elles attira mon regard, Alexandra à la remise de son diplôme de droit. Elle avait suivi mes traces, du moins c'est ce que je pensais. Elle exerça pendant exactement 2 ans avant de décider que c'était trop contraignant et d'ouvrir son cabinet de design. J'avais été déçue mais compréhensive, signant un chèque pour ses frais de démarrage sans hésitation.
Je pris le téléphone et appelai la seule personne en qui je savais pouvoir avoir confiance, mon ancien collaborateur juridique, devenu un avocat réputé à part entière, James Harrington. « James, dis-je quand il répondit. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'inhabituel. » 2 semaines plus tard, j'avais un plan. James me crut folle au début, mais il avait suffisamment vu dans sa carrière pour savoir que parfois, la seule façon de révéler la vérité est par la supercherie. Nous avons fabriqué une urgence médicale, une crise cardiaque suffisamment grave pour être crédible, étant donné mon arythmie documentée. Ma « mort » fut prononcée à l'hôpital New York Presbyterian, où un vieil ami de la faculté de droit était désormais chef de cardiologie. Les documents étaient irréprochables. Le corps fut incinéré rapidement, prétendument à ma demande préalable. Seules 3 personnes connaissaient la vérité. James, le docteur Elizabeth Cohen à l'hôpital, et ma sœur Marianne, qui nourrissait ses propres soupçons sur Alexandra depuis des années. « Ellie », m'avait dit Marianne lorsque je le lui avais raconté, les larmes coulant sur son visage marqué, « cela te détruira si tu te trompes. »« Et si j'ai raison ?» avais-je demandé. Elle m'avait alors pris la main, sa poigne étonnamment forte pour une femme de 73 ans. « Alors cela te détruira de toute façon. Mais au moins, tu sauras. » Le jour de mes funérailles se leva, lumineux et clair, une insulte de journée pour un dessein si sombre. J'arrivai avant l'aube, James m'escortant par l'entrée latérale de l'église. Le père Thomas, qui me connaissait depuis des décennies, avait accepté de me laisser observer depuis la tribune des chanteurs, bien que lui aussi pensât que mon plan frisait la folie. « Madame la juge Blackwood, avait-il dit, il existe d'autres moyens de tester le caractère d'une personne. » Mais il n'y en avait pas. Pas vraiment. Pas quand la personne en question avait été formée par l'un des meilleurs esprits juridiques de l'État, moi. De mon perchoir au-dessus de la nef, je les regardais arriver. Des collègues du tribunal, hochant la tête solennellement. Des amis du cercle, tamponnant leurs yeux avec des mouchoirs monogrammés. Marianne, jouant son rôle à la perfection, soutenue par ses fils. Et puis Alexandra, drapée de noir Chanel, des boucles d'oreilles en diamant brillant à ses oreilles. Mes boucles d'oreilles en diamant, réalisais-je avec un sursaut. Richard marchait à ses côtés, la main sur le bas de son dos. Il ressemblait à des figures tirées d'un reportage de magazine mondain, Le Deuil, version soignée. Elle ne versa pas une larme pendant le service. Pas quand le juge Hamilton parla de mon dévouement à la justice. Pas quand ma plus vieille amie, Catherine, raconta nos jours à l'université. Pas même quand la chorale d'enfants chanta un chant religieux poignant, ce qui m'avait réduite en sanglots aux funérailles de son père des décennies auparavant. Non, Alexandra était assise, le dos droit et les yeux secs, son expression une solennité étudiée. Parfois, elle jetait un coup d'œil à sa montre, une Cartier que je lui avais offerte pour ses 40 ans. La révélation vint à la réception qui suivit. Je m'étais glissée hors de l'église et dans la voiture de ville que James avait fait préparer, me changeant rapidement avant d'entrer à l'arrière du Belvédère, le restaurant où Alexandra avait organisé le rassemblement. D'une salle à manger privée adjacente à la salle principale, je pouvais observer à travers une installation en verre santin qui exposait d'habitude la cave à vin. La première heure fut comme prévu. Conversation sombre, réminiscence appropriée, la détente progressive du deuil formelle à mesure que les boissons coulaient à flot. Mais à mesure que la foule s'éclaircissait, quelque chose changea. La posture d'Alexandra se détendit. Sa voix devint plus forte. Et quand seuls ses amis les plus proches restèrent, un cercle de 5 ou 6 femmes que je n'avais jamais particulièrement appréciées, elle commanda du champagne. « Vraiment, Alex ?» demanda l'une d'elles, jetant un regard nerveux autour d'elle. « Tu ne trouves pas que c'est un peu tôt ?» Ma fille, ma chair et mon sang, roula des yeux. « Oh, s'il te plaît, Mélissa. » Maman n'aurait pas accepté moins que du cristal pour ses adieux. Elle distribua les flûtes, puis leva son verre. « À maman, dit-elle, et un instant, mon cœur s'emplit d'espoir. » Puis elle continua, à la liberté d'en être enfin débarrassée. Les femmes rirent, un cœur cristallin d'éducation coûteuse et de privilèges hérités. « Mon Dieu, tu as attendu une éternité, » dit une rousse dont je ne me souvenais plus du nom. « Que vas-tu faire en premier ?» Alexandra sirota son champagne, puis le reposa avec une précision délibérée. Vendre ce mausolée qu'elle appelait appartement-terrasse. Liquider la collection d'art. Savez-vous qu'elle avait un monnaie qui prenait la poussière dans son bureau ? Puis probablement la résidence des Hantons. Richard veut acheter un chalet à Aspen à la place. Et toutes ces causes ? Demanda une autre femme. Tu n'étais pas censé continuer le travail de sa fondation ou quelque chose comme ça. Alexandra agita une main dédaigneuse. C'est à cela que servent les conseils d'administration. Je ferai une apparition au gala annuel, je signerai les chèques attendus.
Mais honnêtement, qui a le temps pour les programmes d'alphabétisation dans le Bronx? Maman a toujours été fastidieusement civique. Elles rirent de nouveau, et je sentis quelque chose se durcir en moi. Ce n'était pas le deuil qui la rendait insensible. Ce n'était pas un choc ou un déni se manifestant par un humour déplacé. C'était la vérité de ma fille, brute et laide dans la douce lumière des spots du Belvédère. Je pensais qu'elle ne mourrait jamais, continua Alexandra, remplissant son verre. Le Noël dernier, j'ai même cherché sur Google, combien de temps peut-on vivre avec une arythmie cardiaque? La réponse est beaucoup trop longtemps, bon sang. Plus de rire. Mais maintenant, c'est fait. Dans quelques semaines, une fois l'homologation de la succession terminée, je vaudrai plus de 30 millions d'euros. Pas mal pour une orpheline, non? Je ne réalisais pas que je pleurais avant de sentir l'humidité sur mon col. James, qui se tenait silencieusement à mes côtés, posa une main sur mon épaule. « Nous pouvons arrêter ça maintenant, » murmura-t-il. « Vous en avez assez vu. » Mais je n'en avais pas assez vu. Pas encore. Je devais savoir jusqu'où allait cette trahison, à quel point j'avais été trompée par la personne que je pensais connaître le mieux au monde. Je passai les 3 jours suivants dans une suite au Plaza, enregistrée sous le nom de jeune fille de la mère de James. Marianne m'apporta des vêtements, des articles de toilette et des nouvelles du monde extérieur. Alexandra avait déjà contacté Christie's pour faire expertiser la collection d'art. Elle avait interviewé des agents immobiliers pour mettre en vente l'appartement-terrasse. Elle avait même commencé à vider mes placards, donnant mes vêtements à un dépôt-vente qui s'adressait aux veuves fortunées. « Elle va vite », dit Marianne le 3e matin, posant une tasse de thé Earl Grey près de mon coude. Comme si elle avait peur que vous ne ressuscitiez pour l'arrêter. Je levai les yeux du bloc-notes où j'avais pris des notes. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Marianne s'enfonça dans le fauteuil en face de moi, son expression troublée. « Ellie, je sais que vous êtes blessée. Dieu sait que vous avez toutes les raisons de l'être. Mais quel est votre objectif final ici? Vous vous dévoilez, Alexandra est humiliée, et après, elle est toujours votre fille. » Je posai mon stylo. L'est-elle vraiment? Parce que la fille que je pensais avoir n'aurait jamais parlé de moi de cette façon. N'aurait jamais compté les jours jusqu'à ma mort. Ne m'aurait jamais vu comme rien de plus qu'un bilan comptable. Les gens nous déçoivent, dit doucement Marianne. Même ceux que nous aimons le plus. La déception, c'est d'obtenir un 10 à un examen quand on visait un 18, répliquai-je. Ça, c'est une trahison à un niveau que je ne peux même pas comprendre. Et s'il y a une chose que mes années à la barre m'ont apprise, c'est que la trahison sans conséquence n'engendre que plus de trahison. Marianne soupira, tendant la main vers son thé. Que dit James? Il dit que je devrais aller jusqu'au bout. Que je suis allée trop loin pour reculer maintenant. Je fis une pause. Il rédige de nouveaux documents successoraux en ce moment même. La déshériter complètement. Je secouai la tête. Non. Ce serait trop simple, trop attendu. Alexandra le contesterait, prétendrait que je n'étais pas saine d'esprit. Elle gagnerait probablement, étant donné les circonstances. Je tapotai le bloc-notes. J'ai autre chose en tête. Quelque chose qui lui donnera exactement ce qu'elle mérite. Cet après-midi-là, je demandai à James de me conduire à l'appartement-terrasse. Alexandra était à un déjeuner d'affaires avec l'agent immobilier. La fille de la gouvernante de Marianne travaillait comme assistante d'Alexandra et avait fourni son emploi du temps. Nous avions environ 2 heures. Entrer dans ma maison semblait irréel. Tout semblait identique. Les tapis d'Aubusson, les meubles Chipendale, les photographies arrangées ainsi sur le grand piano. Mais ça se sentait différent. Violet, en quelque sorte. Par où voulez-vous commencer? Demanda James, posant son attaché-caisse. Je me dirigeai vers le bureau, mon sanctuaire pendant 3 décennies. Ici. Je dois voir ce qu'elle a déjà pris. Le monnaie avait disparu d'au-dessus de la cheminée, laissant un rectangle révélateur de papier peint non décoloré. Le bureau avait été fouillé, les tiroirs laissés entr'ouverts. Le coffre-fort mural derrière mon diplôme de droit était entr'ouvert, vide des bijoux que j'y avais rangés, des pièces destinées à Alexandra un jour. Elle n'a pas perdu de temps, observa James, sa voix tendue de désapprobation. Non, acquiesçai-je, passant mes doigts le long du bord de mon bureau. Elle planifiait cela depuis des années, je crois. Elle attendait. Observate. J'ouvris le tiroir du bas, cherchai sous les dossiers suspendus et en extirpai une petite clé scotchée en dessous. Mais elle ne connaît pas tous mes secrets. Je conduisis James à la bibliothèque, vers les étagères intégrées qui abritaient des premières éditions et des textes juridiques reliés en cuir. Choisissant un volume de jurisprudence ancien, je le pressai de côté,
déclenchant un mécanisme qui libéra un panneau caché dans l'étagère adjacente. « Madame la juge Blackwood, » dit James avec une sorte d'admiration, « vous ne cessez jamais de m'étonner. » À l'intérieur du compartiment se trouvait un coffre en acier. La clé s'adaptait parfaitement. À l'intérieur se trouvaient des documents dont Alexandra ne savait rien. Le véritable titre de propriété de la résidence des Hampton, montrant qu'elle appartenait en fait à une fiducie que j'avais établie des années auparavant pour mes petits-enfants, si jamais Alexandra en avait. Des certificats d'action. Une clé USB contenant des preuves de dons financiers que j'avais faites à Alexandra au fil des ans, des dons qu'elle avait déclarés sur ses formulaires fiscaux comme des « prêts » à rembourser. Elle commettait une fraude, dis-je doucement, brandissant la clé. Petit cas, facilement négligé individuellement. Mais ensemble, un schéma émerge. James prit la clé, son expression sombre. Cela pourrait l'envoyer en prison, madame la juge. Je sais. Je fermai la boîte, soudain lasse. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas la détruire, James. Je veux juste qu'elle soit exposée. À elle-même autant qu'aux autres. Et vous, que voulez-vous pour vous-même? Je n'y avais pas pensé. Depuis que j'avais entendu Alexandra à Noël, depuis que j'avais conçu ce stratagème élaboré, je n'avais pensé qu'à dévoiler la vérité, à créer des conséquences. Je n'avais pas pensé à ce qui viendrait après. Je veux la paix, dis-je finalement. Je veux savoir que la vie que j'ai bâtie, l'héritage que j'ai créé, reviennent à des gens qui le valorisent pour plus que sa valeur monétaire. Et je veux qu'Alexandra comprenne ce qu'elle a gâché, non seulement l'argent, mais aussi la relation. La confiance. James hocha la tête, rangeant la clé dans sa poche. Alors, faisons en sorte que cela se produise. Nous passâmes l'heure suivante à rassembler ce dont j'avais besoin. Objets personnels qu'Alexandra ne manquerait pas, documents essentiels à mon plan, petits souvenirs dont je ne pouvais me séparer. Alors que nous étions sur le point de partir, je m'arrêtai dans le hall, levant les yeux vers le portrait qui y était accroché, moi-même en robe de juge, peint lorsque j'avais été nommée pour la première fois à la magistrature. Alexandra avait toujours dit qu'elle détestait ce tableau. Devrions-nous l'emporter ? Demanda James, suivant mon regard. Je secouai la tête. Non. Laissez-la vivre sous mon regard encore un peu de temps. De retour au plaza, nous avons finalisé notre stratégie. La lecture du testament était prévue pour vendredi, dans 3 jours. Alexandra, selon nos sources, faisait déjà du shopping pour un yacht afin de célébrer sa manne financière. Elle avait dit à ses amis qu'elle s'attendait à partir avec au moins 30 millions d'euros, tout compris. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait réellement. Mercredi soir, j'ai dîné avec Marianne dans ma suite. Elle m'apporta des nouvelles du monde extérieur. Alexandra avait été vue en train d'essayer un collier de 100 000 euros chez Tiffany S, disant au vendeur que c'était pour célébrer une récente transition familiale. Elle se fait une sacrée réputation, dit Marianne, coupant son steak. Barbara Wells l'a vue au Bernardin hier soir, discutant bruyamment des pièces de votre collection d'art qu'elle comptait vendre en premier. Je sirotais mon vin, un nœud se formant dans mon estomac. Barbara ne l'a jamais aimé de toute façon. C'est vrai, mais Barbara n'est pas la seule à parler. La moitié de l'Upper East Side chuchote à quel point Alexandra est passée vite à autre chose après le deuil. Janice Holbrook a dit avoir vu Alexandra et Richard sabrer le champagne au Bemelmans bar la nuit suivant vos funérailles. Je reposai mon verre. Et comment Janice avait-elle l'air en vous racontant cela? Marianne Stewart Fablement. Absolument scandalisée, bien sûr. Et absolument ravie d'être celle qui partageait les ragots. La haute société de New York, un nid de vipères que j'avais fréquenté pendant des décennies, d'abord comme jeune avocate prometteuse, puis comme épouse de magistrat, enfin comme magistrate fédérale moi-même. J'avais toujours connu ses dangers, sa propension à se retourner contre ceux qui violaient ses codes non écrits. Maintenant, ces mêmes forces s'alignaient contre ma fille, un fait qui m'apportait moins de satisfaction que je ne m'y attendais. Vous demandez-vous parfois, dis-je avec prudence, si nous ne sommes pas trop durs? S'il pourrait y avoir une explication? Marianne posa sa fourchette. Ellie, j'ai vu cette fille calculer la valeur de tout ce que vous possédez depuis qu'elle était assez âgée pour comprendre ce que l'argent signifie. J'ai vu comment elle regarde vos bijoux, votre art, vos propriétés. Ce n'est pas un nouveau comportement, c'est juste enfin au grand jour. Mais me souhaiter la mort. Les gens disent des choses terribles qu'ils ne pensent pas, rétorqua Marianne, bien que son ton manquât de conviction. Je secouai la tête. Non, le toast au champagne n'était pas un lapsus momentané. C'était une révélation. Le masque est tombé, et j'ai vu ce qu'il y avait dessous. Je repoussai mon assiette, l'appétit coupé. La lecture du testament est dans 2 jours. Tout est préparé.
Marianne tendit la main sur la table, couvrant la mienne de la sienne. « Et vous êtes sûr de ça ? Une fois que c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière possible. » Je rencontrai le regard de ma sœur, si semblable au mien mais plus doux, toujours plus doux. « J'en suis sûre. » Jeudi passa dans le flou des dernières préparations. James apporta les documents testamentaires révisés, fraîchement notariés et juridiquement contraignants. Nous passâmes en revue le plan une dernière fois, chronométrant chaque mouvement, anticipant chaque réaction possible. Le docteur Cohen fournit la documentation médicale expliquant ma récupération miraculeuse et la décision de maintenir la fiction de ma mort temporairement, tout cela techniquement vrai, bien que trompeur dans son contexte. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restai debout à la fenêtre de ma suite, contemplant Central Park, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles tombées. Quelque part là-bas, dans son loft à Soho, ma fille rêvait probablement de tout ce qu'elle pensait être sur le point d'hériter. L'avais-je jamais vraiment connue ? Y avait-il eu des signes que j'avais manqués, des avertissements que j'avais ignorés ? Je repensais à l'enfance d'Alexandra. Ses crises de colère quand on lui refusait le dernier jouet, son calcul froid même à l'époque. Je me souvenais de ses années d'adolescence, ses demandes constantes de toujours plus. Les vêtements de créateur que ses amis avaient, les voyages qu'il faisait, les voitures qu'il conduisait. J'attribuais cela à la pression sociale adolescente normale. Maintenant, je me demandais si c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de fondamental dans son caractère. Son père, mon David, était parti depuis si longtemps, mort d'une crise cardiaque à 45 ans. Aurait-il vu ce que j'avais manqué ? L'aurait-il élevé différemment ? Ou aurait-il, lui aussi, été aveuglé par l'amour, par l'espoir désespéré que notre enfant unique deviendrait quelqu'un digne de tout ce que nous avions sacrifié ? L'aube me trouva toujours à la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. Aujourd'hui, je ressusciterais et affronterais la fille qui avait trinqué à ma disparition. Je m'habillai soigneusement dans un tailleur que j'avais demandé à Marianne d'acheter, gris anthracite, strict, rappelant ce que je portais à la barre. Mon armure, James arriva à 10 heures, son expression mêlant inquiétude et détermination. « Êtes-vous prête pour ça ?» demanda-t-il tandis que nous descendions en ascenseur vers la voiture qui nous attendait. Je redressai ma colonne vertébrale, sentant le poids du collier de perles que David m'avait offert pour notre 5e anniversaire. J'ai prononcé des condamnations à mort, James. J'ai pris des décisions qui ont changé des vies pour toujours. Je pense pouvoir faire face à une fille cupide. Le cabinet d'avocats Harrington, Meyer et Schmidt occupait 3 étages d'un immeuble élégant sur l'avenue George V. James avait arrangé pour nous une entrée par un ascenseur privé, évitant la réception principale. Nous arrivâmes 30 minutes avant la lecture prévue, nous isolant dans une salle de conférence adjacente à la salle principale où le rassemblement aurait lieu. À travers un petit moniteur, je les vis arriver. Richard d'abord, consultant sa Rolex à plusieurs reprises, clairement impatient. Puis Marianne, jouant son rôle à la perfection, son visage masqué d'une tristesse appropriée. Mes cousins de Normandie, mal à l'aise dans leur tenue de cérémonie rarement portée. Mélissa et Taylor, les amis d'Alexandra, un ajout inhabituel à une lecture de testament, mais Alexandra y avait apparemment insisté pour un soutien émotionnel. Et enfin, Alexandra elle-même. Elle fit une entrée remarquée dans un tailleur noir Armani qui coûtait probablement plus que la plupart des loyers mensuels, ses cheveux tirés en un chignon sévère qui accentuait ses pommettes saillantes. Mes pommettes, mais d'une manière ou d'une autre plus dure sur son visage. Elle portait un grand sac de marque que je reconnaissais comme celui qu'elle utilisait pour les réunions d'affaires importantes. Prête à emporter son héritage, sans doute. « Bonjour à tous », dit Harold Schmidt, l'associé principal de James et l'avocat désigné pour ma succession. « Merci d'être venu. Avant de commencer, je dois noter que cette procédure est enregistrée, conformément aux instructions explicites de la juge Blackwood. » Alexandra se déplaça sur sa chaise, croisant les jambes. « Est-ce vraiment nécessaire, Harold ? Nous sommes tous en famille ici. » Sa voix était douce comme du miel, la voix qu'elle utilisait pour charmer quelqu'un. « Les instructions de votre mère étaient très précises, » répondit Harold, son ton neutre mais ferme. « Maintenant, devrions-nous commencer ?» Il ouvrit un porte-documents en cuir, en sortit plusieurs documents et s'éclaircit la gorge. Moi, Eleanor Catherine Blackwood, jouissant de toutes mes facultés mentales et corporelles, déclare par la présente ceci comme mon dernier testament. Le préambule légal standard envahit la pièce. Je surveillais attentivement le visage d'Alexandra sur le moniteur. Elle maintenait une expression d'attention sombre, bien que je puisse voir la légère contraction au coin de sa bouche, impatience, anticipation. À ma sœur, Marianne Elizabeth Blackwood Hay, je lègue ma collection de livres en première édition, Les perles de ma mère, et la somme d'1 million d'euros.
Un petit soupir de Marianne. Bien joué, même si elle savait que cela allait arriver. À mes neveux, Thomas et Robert Ray, je lègue la somme de 500 000 € chacun, dans l'espoir qu'ils l'utiliseront pour poursuivre leurs études et leurs œuvres philanthropiques. L'expression d'Alexandra s'assombrit légèrement. C'était plus que les babioles sentimentales qu'elle avait mentionnées à Richard. À mon ancienne faculté, l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, je lègue la somme de 2 millions d'euros pour établir un fonds de bourse pour les femmes poursuivant des carrières dans le droit de la fonction publique. Maintenant, Alexandra était visiblement tendue, ses doigts agrippant les accoudoirs de sa chaise. Je pouvais presque entendre ses calculs mentaux, combien de son gain attendu était ainsi réduit. Le reste de ma succession, continua Harold, y compris mon appartement de prestige sur l'avenue Montaigne, ma résidence secondaire au Cap Ferret, ma collection d'art, et tous les investissements et actifs liquides. Alexandra se pencha légèrement en avant, les lèvres entr'ouvertes d'anticipation. Sera placée dans la fiducie du patrimoine Eleanor Blackwood. La pièce devint silencieuse. Le visage d'Alexandra se figea dans la confusion. « Quoi » dit-elle finalement. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle fiducie ? Il n'y a pas de fiducie. » Harold ajusta ses lunettes. « La fiducie du patrimoine Eleanor Blackwood a été établie il y a 2 semaines, juge Blackwood. Son but est de s'assurer que les biens de votre mère sont utilisés conformément à ses vœux et à ses valeurs. » « C'est absurde, » claqua Alexandra, la couleur montant à ses joues. « Je suis sa seule enfant. Je suis son héritière. Tout me revient, c'est ce que son testament a toujours dit. » « Il y a un codicile récent, » expliqua Harold, extrayant un autre document. « Signé et notarié le 15 mars de cette année. »« C'est impossible, » dit Alexandra, sa voix montant. « Ma mère est morte le 18 mars. Elle était à l'hôpital, fortement sous sédatif. Elle n'aurait pas pu. » « Les dossiers médicaux indiquent que votre mère était parfaitement lucide le 15, » interrompit Harold calmement. Le médecin traitant a fourni une déclaration sous serment à cet effet. Le visage d'Alexandra se tordit de rage. « C'est une fraude. Vous avez manipulé son testament. Je vais contester cela. » Le codicile stipule également, continua Harold comme si elle n'avait pas parlé, qu'en cas de contestation du testament, l'intégralité de la succession ira à la Ligue des droits de l'homme. Richard posa une main apaisante sur le bras d'Alexandra. « Chérie, peut-être devrions-nous entendre toutes les clauses avant d'eux. » Elle le repoussa. « Non, c'est faux. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait que j'aie tout, elle l'a toujours dit. » Harold s'éclaircit de nouveau la gorge. Selon les termes de la fiducie, Alexandra Blackwood Hartwell assumera le rôle de fiduciaire, sous la supervision d'un conseil composé de James Harrington, Marianne et la juge Hamilton de la Cour d'appel de Paris. En tant que fiduciaire, Alexandra recevra un salaire annuel de 250 000 € et pourra résider dans l'appartement de l'avenue Montaigne. Les yeux d'Alexandra se rétrécirent. « Alors je suis quoi ? La gardienne de mon propre héritage ? Une sorte de gestionnaire de biens glorifiés ? La fiduciaire, corrigea Harold, de l'héritage de votre mère. La fiducie spécifie que les actifs doivent être maintenus et les revenus utilisés pour soutenir les causes caritatives que la juge Blackwood a défendues durant sa vie. L'Association pour la promotion de la lecture, le Fonds de défense des droits des femmes, l'hôpital Necker-Enfants malades. » « Non, » coupa Alexandra, debout maintenant. « Non, non, non. Cela ne se passe pas. Ma mère ne me ferait jamais ça. Quelqu'un l'a influencée. Quelqu'un a profité d'elle quand elle était faible et mourante. Ce testament est invalide, et je le prouverai en justice. » C'était le moment. Je fis un signe à James, qui sortit de notre salle d'observation et entra dans la salle de conférence principale. « En fait, Alexandra, dit-il calmement, votre mère n'était ni faible ni mourante lorsqu'elle a signé le codicile. Elle était en parfaite santé. Elle l'est toujours. » La pièce devint silencieuse. Alexandra fixa James, son expression passant de la rage à la confusion. « De quoi parlez-vous » exigea-t-elle. « Ma mère est morte. Nous l'avons enterrée, incinérée, peu importe. J'étais là. » « Non, » dit une nouvelle voix, ma voix, alors que j'entrais dans l'embrasure de la porte. « Vous n'y étiez pas. » Je n'oublierai jamais le regard sur le visage d'Alexandra à ce moment-là. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Sa peau se vida simplement de toutes couleurs, son maquillage parfait devenant soudainement frappant sur son teint exsangue. Ses yeux, mes yeux, vraiment, la même forme et la même couleur, s'écarquillèrent jusqu'à ce que le blanc apparaisse tout autour des iris. Puis ses genoux fléchirent, et elle s'effondra sur sa chaise. « Mère » murmura-t-elle, le mot sonnant étranger sur ses lèvres.
Quoi? Comment? J'entrai entièrement dans la pièce, sentant le poids de tous les regards sur moi. Ma sœur Marianne souriait à travers ses larmes. Mes neveux semblaient stupéfaits mais soulagés. Les amis d'Alexandra étaient figés en tableau, les plans de champagne s'évaporant sous leurs yeux. « Je suis bien vivante, Alexandra, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Surprise. Richard fut le premier à se remettre. « C'est une sorte de blague de mauvais goût, » balbutia-t-il, se déplaçant pour se tenir à côté de ma fille. « Vous avez été déclarée morte. » Il y avait un certificat de décès. Des funérailles. Tout était arrangé, expliqua James calmement, venant se tenir à mes côtés. Avec l'aide d'amis de confiance et d'un soupçon qui devait être confirmé. Le choc d'Alexandra se transformait en quelque chose de plus sombre, de plus laid. Ses doigts s'enroulèrent autour des accoudoirs de sa chaise comme des serres. « Quel soupçon » exigea-t-elle. « De quoi parlez-vous » Je me dirigeai vers le bout de la table de conférence, prenant le siège qu'Harold avait respectueusement libéré. De cette position, juge, jury et cadavre supposé, je fis face directement à ma fille. « Le Noël dernier, dis-je doucement, je vous ai entendu, vous et Richard, discuter de ma mort. La planifier. L'attendre. Vous avez dit, et je cite, « J'espère qu'elle mourra bientôt. » Vous avez parlé de vendre mes biens avant même que je sois sous terre. La bouche d'Alexandra s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. Vous écoutiez une conversation privée? C'est hors de propos, la coupai-je. Le fait est ce que j'ai entendu. Le fait est ce que vous avez dit. Le fait, Alexandra, est que vous comptiez les jours jusqu'à ce que vous puissiez tirer profit de ma mort. La pièce était devenue d'un silence de mort. Même Richard semblait à court de mots. Alors j'ai décidé, continuai-je, de vous donner exactement ce que vous vouliez. Ma mort. Une chance de montrer votre vrai visage sans la contrainte de faire semblant de vous soucier de moi. Je me penchai légèrement. Et oh, comme vous l'avez montré. Le visage d'Alexandra se contorsionna, une guerre entre la rage et le calcul se déroulant sur ses traits. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir entendu, » dit-elle finalement, sa voix tendue, « mais vous avez clairement mal compris. Bien sûr que je n'attendais pas votre mort. C'est monstrueux. » Vraiment? Je tendis la main vers mon porte-documents et en sortis un mince enregistreur numérique. Alors peut-être voudriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire lorsque vous avez levé un verre au Fouquet's et trinqué à la joie d'être enfin libéré d'elle? Le sang qui avait quitté son visage revint en afflux. Ses yeux se posèrent sur ses amis, qui trouvèrent soudain le tapis de la salle de conférence fascinant. Vous m'avez enregistré? Aux obsèques de ma propre mère? Sa voix monta avec indignation. C'est illégal. C'est une invasion de la vie privée. Iesuris Feynman. En réalité, en ma qualité de partie à la conversation, un tel enregistrement est tout à fait recevable en droit. James s'éclaircit la gorge. Juge Blackwood, peut-être devrions-nous continuer avec l'explication des arrangements successoraux. J'acquiesçai, sans quitter Alexandra des yeux. Bien sûr. Comme Harold l'expliquait, la majeure partie de ma succession a été placée sous fiducie. Vous, Alexandra, en serez la fiduciaire, si vous choisissez d'accepter ce poste. Vous recevrez un salaire généreux, continuerez d'utiliser l'appartement de prestige, et superviserez ma fondation caritative. Ce que vous ne recevrez pas, c'est un accès illimité pour liquider tout ce que j'ai passé ma vie à construire. C'est insensé, cracha Alexandra. Vous avez simulé votre propre mort pour... Quoi? Me tester? Me tromper? Quel genre de mère fait ça? Le genre, répondis-je calmement, qui avait besoin de connaître la vérité avant de confier son héritage à quelqu'un qui pourrait le détruire. Je regardai autour de la pièce. Je voudrais parler seule avec ma fille maintenant. Vous êtes tous congédiés. Il y eut un frottement de chaises, des condoléances murmurées, à moi, pas à Alexandra, et en quelques instants, la pièce fut vidée, sauf nous, James et Richard. Vous aussi, dis-je à Richard, qui hésita, regardant sa femme. Allez-y, dit Alexandra à travers ses dents serrées. Allez-y, c'est tout. Quand la porte se referma derrière lui, nous laissant toutes les trois, je me tournai vers James. Voulez-vous nous accorder 10 minutes, s'il vous plaît? Attendez dehors. James hocha la tête, me serra l'épaule et partit. Puis il n'y eut plus que la mère et la fille, la vivante et la supposément morte, se faisant face de part et d'autre d'une séparation en acajou poli. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» dit Alexandra dès que nous fûmes seuls, les larmes finissant par monter à ses yeux. « Avez-vous une idée de l'humiliation que c'est ?»
Ce que les gens vont dire? Ma propre mère, simulant sa mort pour m'espionner. Humiliation? Répétai-je, incrédule. Vous vous inquiétez de l'humiliation? Pas du fait que vous ayez célébré ma mort? Que vous n'ayez pas pu attendre de vendre tout ce que je possède? Que vous ayez qualifié le travail de ma vie de fastidieusement civique? Elle eut la grâce de tressaillir à cela. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Vous n'étiez pas contrariée, Alexandra. Vous étiez jubilante. Extatique. Vous planifiez des vacances avec de l'argent que vous pensiez avoir hérité. J'étais sous le choc. Les gens gèrent le deuil différemment. Arrêtez, dis-je, ma voix se durcissant. Arrêtez de mentir. Ayez au moins la décence d'être honnête avec moi maintenant. Vous avez été exposée, Alexandra. Le masque est tombé. Le moins que vous puissiez faire est d'admettre ce que vous êtes vraiment. Quelque chose changea alors dans son expression. Un subtil glissement, comme un nuage passant devant le soleil. Le prétexte de l'innocence blessée disparut, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur que je reconnaissais trop bien de mes années sur le banc. C'était le regard de quelqu'un qui, pris dans un mensonge, décide de redoubler d'efforts au lieu d'avouer. « Très bien, » dit-elle, sa voix basse et contrôlée. « Vous voulez de l'honnêteté? La voici. J'ai passé toute ma vie dans votre ombre, mère. La grande juge Blackwood. Le parangon de la justice. Le pilier de la société. Avez-vous une idée de ce que c'est? D'être toujours la fille d'Éléanore, au lieu de juste Alexandra? Alors c'est de la rancœur? Demandai-je. Vous m'avez souhaité la mort parce que vous vous sentiez éclipsée. Elle rit, un son dur et cassant. Je vous ai souhaité la mort parce que vous êtes une hypocrite. Toutes ces années sur le banc, à juger les autres, alors qu'à la maison vous étiez froide, distante, toujours au travail. Vous ne m'avez pas élevée, votre argent l'a fait. Des nourrices, des internats et des colonies de vacances. Chaque fois que j'avais besoin d'une mère, j'obtenais un chèque à la place. Chaque mot atterrissait comme un coup physique. Y avait-il une part de vérité dans ce qu'elle disait? Avais-je été si absorbée par ma carrière que j'avais négligé ses besoins émotionnels? Mais même en me posant la question, une autre partie de moi, la partie entraînée à reconnaître la manipulation, y voyait ce que c'était, une attaque calculée visant à me mettre sur la défensive. C'est une réécriture intéressante de l'histoire, dis-je avec précaution. Il me semble que j'étais présente à chaque spectacle scolaire, à chaque réunion parents-professeurs. Je me souviens vous avoir lu une histoire chaque soir jusqu'à vos 12 ans, quand vous avez décidé que vous étiez trop grande pour cela. Je me souviens avoir pris un congé quand vous avez eu une pneumonie en 4e année, restant à votre chevet à l'hôpital pendant 2 semaines. Elle fit un geste dédaigneux de la main. Des souvenirs choisis. La juge qui monte son dossier. Et qu'en est-il de l'université? Insistai-je. De la faculté de droit? De l'entreprise de design que j'ai financée? Étaient-ce aussi des exemples de ma négligence? C'étaient des investissements dans votre propre ego, rétorqua-t-elle. Regardez ma fille qui réussit, qui suit mes traces. Regardez ma fille créative, qui crée pour l'élite. J'étais juste un autre projet à gérer pour vous. Je pris une profonde inspiration, essayant de me recentrer. Cela ne se passait pas comme je l'avais imaginé. J'avais attendu de la rage, du déni, peut-être même un effondrement, mais pas cette tentative systématique de recadrer toute notre relation. Même si c'était vrai, Alexandra, et je ne l'admets pas un instant, cela n'explique pas la joie avec laquelle vous avez anticipé ma mort. Cela n'explique pas le toast au champagne. Cela n'explique pas pourquoi, quelques jours après ma mort, vous vendiez mes bijoux et faisiez des plans pour liquider ma collection d'art. Elle haussa les épaules, un geste si désinvolte qu'il me glaça. Vous êtes riche. Vous êtes morte, ou deviez l'être. Pourquoi ne devrais-je pas en profiter? Ce n'est pas comme si vous pouviez l'emporter avec vous. Parce que ces avantages, comme vous les appelez, représentent une vie de travail. Parce que beaucoup de ces pièces sont dans notre famille depuis des générations. Parce que je vous ai élevé à valoriser des choses au-delà de leur prix. Eh bien, apparemment, vous n'avez pas fait du très bon travail, dit-elle avec un autre haussement d'épaule. Je la regardai, cette étrangère portant le visage de ma fille. Avait-elle toujours été cette personne? Si Freud, si calculatrice? Ou quelque chose s'était-il brisé en elle en chemin? Quelque chose que j'avais échoué à remarquer. Que vous est-il arrivé? Demandai-je doucement. Quand êtes-vous devenu quelqu'un qui pouvait trinquer à la mort de sa mère sans une larme? Juste un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Un soupçon de la petite fille qui s'était autrefois accrochée à ma main aux funérailles de son père. Mais ce fut si rapide que j'aurais pu l'imaginer. Rien ne m'est arrivé, dit-elle.
C'est qui je suis. Qui j'ai toujours été. Vous n'avez juste pas voulu le voir. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avais-je été aveugle, volontairement ou non. Mais cela ne changeait rien à ce qui devait se passer maintenant. Eh bien, je vous vois maintenant, dis-je, redressant ma colonne vertébrale. Et c'est pourquoi les termes de mon testament restent tels qu'écrits. Vous pouvez accepter le poste de fiduciaire de ma fondation, avec le salaire et les avantages que cela implique, ou vous pouvez partir sans rien d'autre que le fonds en fiducie que votre père a établi pour vous, qui, comme vous le savez, est modeste selon vos normes. Les yeux d'Alexandra se rétrécirent. Vous ne pouvez pas faire ça. Je contesterai le testament. Je réclamerai une influence indue, une capacité diminuée. Par tous les moyens, l'interrompis-je. Contestez tant que vous voulez. Cela fera des gros titres fascinants. La fille qui a célébré la mort de sa mère poursuit pour l'héritage. Je suis sûre que les tribunaux, mes anciens collègues, seront très sympathiques. Elle se tut, son esprit visiblement en ébullition derrière ses yeux froids. Et n'oublions pas, ajoutai-je, les preuves de fraude financière que j'ai découvertes. Les prêts de ma part que vous avez réclamés comme déduction, mais que vous n'aviez jamais l'intention de rembourser. Les dépenses professionnelles que vous avez gonflées. La TVA que vous avez évitée sur les achats d'œuvres d'art en les faisant livrer à notre propriété dans les Yvelines alors qu'elles sont exposées sur vos murs dans le Marais. Son visage pâlit de nouveau. Vous m'avez fait enquêter? Votre propre fille? J'ai protégé mon héritage, corrigeai-je, contre quelqu'un qui ne le valorise clairement pas au-delà de sa valeur monétaire. Les mains d'Alexandra se serrèrent en poing sur la table. Alors c'est ça? Vous m'humiliez devant tout le monde, me menacez d'exposition, et vous attendez que j'accepte vos conditions? De travailler pour une allocation comme une enfant? De gagner un salaire très généreux, corrigeai-je, comme la professionnelle que vous prétendez être? D'honorer l'héritage familial que vous étiez si impatiente d'encaisser? Oui, ce sont vos options. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Vous pensez avoir gagné, mais vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. En fait, dis-je, me levant pour rencontrer son regard, je crois que je commence à comprendre exactement ce dont vous êtes capable. C'est ce qui me terrifie. Elle attrapa son sac, ses mouvements saccadés de rage. Vous le regretterez. Tout ça. Je la regardais marcher à grands pas vers la porte, cette fille que j'avais élevée et que je n'avais apparemment jamais connue. Je le regrette déjà, dis-je doucement, mais elle était partie, la porte se claquant derrière elle avec une telle force que les tableaux sur le mur tremblèrent à son passage. James revint un instant plus tard, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Juge, vous allez bien ?» Je me laissai retomber sur ma chaise, soudainement épuisée. « Non, James. Je ne crois pas. » Les jours suivants passèrent dans un flou de réunions juridiques et de gestion de crise. Comme prévu, la nouvelle de ma résurrection se répandit comme une traînée de poudre dans la haute société parisienne. L'histoire était trop juteuse pour être contenue. Une juge fédérale simulant sa mort pour exposer la vraie nature cupide de sa fille? C'était du pain béni pour les potins des beaux quartiers. Marianne s'installa dans la suite du Plaza Athénée avec moi, apportant des nouvelles du monde extérieur que je n'étais pas encore prête à affronter directement. Elle dit à tout le monde que vous avez fait une crise de folie, rapporta Marianne au petit déjeuner le 3e jour. Que votre problème cardiaque a affecté votre cerveau, vous rendant paranoïaque. Elle se positionne comme la fille inquiète qui essaie d'obtenir de l'aide pour sa mère délirante. Je beurrai ma tartine avec plus de force que nécessaire. Ingénieuse. Cela sape ma compétence et change le récit en un seul mouvement. Elle a bien appris quelque chose à la faculté de droit après tout. Ellie, dit Marianne avec hésitation, certaines personnes se demandent pourquoi aller à de tels extrêmes. Pourquoi ne pas l'affronter directement avec vos soupçons? Je posai mon couteau. M'auriez-vous cru si je vous avais dit qu'Alexandra attendait ma mort pour encaisser? Si je ne l'avais pas entendu de ses propres lèvres? Si nous n'avions pas vu son comportement quand elle pensait que j'étais partie? Marianne soupira. Non, probablement pas. Elle a toujours été si charmante, si plausible. Exactement. Alexandra a passé toute sa vie à façonner son image. Une confrontation directe n'aurait donné que des démentis et de la manipulation. Je sirotai mon thé. J'avais besoin de preuves irréfutables, pour moi-même autant que pour les autres. Eh bien, vous les avez certainement obtenues, murmura Marianne. La question est, et maintenant? Et maintenant, en effet, Alexandra avait disparu de la scène publique après notre confrontation, cloîtrée dans son appartement du Marais, d'après les sources de Marianne. Richard avait été aperçu seul dans leurs adresses habituelles, l'air tendu. Les avocats continuaient de rôder,
tels des requins flairant le sang. Le 5e jour après la lecture du testament, James arriva avec des nouvelles. « Elle a déposé les pièces », dit-il sans préambule, posant sa mallette sur la table basse. « Elle conteste le testament pour cause de votre prétendue instabilité mentale. Elle demande également une expertise psychiatrique, affirmant que le simulacre élaboré de votre mort est la preuve de délire paranoïaque. » J'acquiesçai, étrangement calme. Je m'y attendais. Et la fiducie? Le codicille? Elle conteste les deux, arguant qu'ils ont été établis alors que vous n'étiez pas saine d'esprit. Il sortit un document de sa mallette. Elle a également déposé une demande d'injonction provisoire empêchant toute distribution d'actifs tant que l'affaire n'est pas réglée. Procédure standard, notez-je. Quel est son moyen de pression? James hésita. Elle prétend avoir des preuves que vous êtes mentalement instable depuis des années. Que vous avez pris des décisions de plus en plus erratiques, devenant paranoïaque à l'idée que des gens vous volent. Elle a réuni 3 membres de votre personnel de maison pour témoigner. Ça piqua. Lesquels? Votre gouvernante, Maria. Le chauffeur, Paul. Et la cuisinière du week-end, Lucia, je crois? Je sentis une bouffée de trahison. Maria était à mon service depuis 15 ans. Paul depuis 8. Elle les paie, je suppose. Presque certainement, convint James. Mais leurs témoignages pourraient être dommageables. Ils ont un accès quotidien à votre vie, à vos habitudes. Je me frottais les tempes, sentant un mal de tête monter. Quoi d'autre? Elle a programmé une conférence de presse pour demain matin. Son équipe de communication le présente comme la douloureuse décision d'une fille de chercher de l'aide pour sa mère bien-aimée mais tourmentée. Bien sûr, murmurai-je. Elle a toujours su y faire avec le public. James se pencha en avant, son expression grave. Madame la juge, nous devons considérer notre riposte avec soin. Cela pourrait tourner très vite au vinaigre. C'est déjà bien laid, James. Je me levai, m'approchant de la fenêtre qui donnait sur le jardin du Luxembourg. Le printemps s'y déployait en contrebas, les arbres s'éclaircissaient de nouvelles feuilles, indifférents aux drames humains. Ma fille essaie de me faire déclarer mentalement incompétente pour mettre la main sur mon argent. Je dirais que nous avons déjà atteint le summum de la bassesse. Pas tout à fait, dit James calmement. Il y a autre chose. Alexandra a demandé la tutelle provisoire sur vous et vos affaires, en attendant l'expertise psychiatrique. Je me retournai brusquement. La tutelle? Elle veut être ma tutrice légale? C'est une manœuvre tactique, expliqua James. Si elle est accordée, même temporairement, cela lui donnerait un contrôle significatif sur vos finances et vos décisions médicales. L'ironie était presque trop parfaite. La fille qui avait porté un toast à ma mort se positionnant maintenant comme ma tutrice. La rage que je réprimais depuis ce moment au dôme royal s'embrasa, chaude et vive. Elle ne gagnera pas, dis-je, ma voix basse et dangereuse. J'ai passé 34 ans à maîtriser le droit. Je ne me laisserai pas manœuvrer par une décoratrice d'intérieur avec des délires de toute puissance. James acquiesça, un léger sourire au coin des lèvres. J'espérais que vous diriez cela. J'ai préparé des contre-mesures pour votre examen. Pendant les 2 heures qui suivirent, nous élaborâmes une stratégie. La bataille juridique serait assez simple. Dossiers médicaux prouvant ma compétence, témoignages de collègues attestant de ma saine appréciation, preuve des motivations financières d'Alexandra. Mais le tribunal de l'opinion publique était une toute autre affaire. Elle joue sur la compassion, dis-je, révisant le projet de communiqué que James avait préparé pour la presse. La fille dévouée, le cœur brisé par le déclin de sa mère. Alors nous ripostons avec la vérité, répondit James. L'enregistrement audio de la réception funéraire. La preuve de ces démarches immédiates pour liquider vos actifs. La chronologie qui montre que ce n'était pas une décision spontanée de votre part, mais une réponse à des menaces directes contre votre héritage. Je secouai la tête. Non. Publier l'audio ne ferait qu'envenimer les choses, rendre tout encore plus public et douloureux. Je tapotai le papier pensivement. Il nous faut quelque chose de plus subtil. Quelque chose qui expose ses motivations sans me faire passer pour rancunière. Alors que nous débattions de la stratégie, on frappa doucement à la porte. Marianne entra, l'expression troublée. « Ellie, il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle tendit son iPad, ouvert sur le site du Parisien. Le titre me glaça le sang. La juge Blackwood épinglée. Sa fille révèle ses troubles mentaux. Elle n'a pas attendu la conférence de presse, dit Marianne inutilement. Je pris la tablette d'une main tremblante, parcourant l'article. Selon des sources proches de la famille. Alexandra, sans aucun doute.
Je luttais contre des délires paranoïaques depuis des années, dissimulés à mes collègues par ma formidable intelligence et ma position. Mon récent simulacre de mort était présenté comme le point culminant d'un long déclin, un triste épilogue à une carrière autrement distinguée. Elle prétend que vous accusiez le personnel de vous voler, devenant de plus en plus isolée et méfiante, résuma Marianne. Elle dit qu'elle essayait de vous faire aider depuis des mois, mais que vous avez refusé. Je rendis la tablette, mon esprit en effervescence. Cela change la donne. Nous devons réagir immédiatement, ne pas attendre sa conférence de presse. James était déjà au téléphone, vraisemblablement en train d'appeler ses contacts en relations publiques. Je me tournai vers Marianne. J'ai besoin que tu contactes le juge Hamilton, Catherine Weston et Barbara Livingston. Elles me connaissent depuis des décennies, leur témoignage sur mon état mental aura du poids. Marianne acquiesça, mais son expression resta troublée. Ellie, c'est au-delà de ce que j'imaginais. Elle ne s'intéresse plus seulement à ton argent. Elle essaie de détruire ta réputation, ton héritage. Je sais, dis-je calmement. Et je dois comprendre pourquoi. Cette nuit-là, après le départ de James et Marianne, je restai seule dans ma suite, sirotant un verre de scotch et fixant de vieilles photographies étalées sur la table basse. Alexandra, enfant, sa main potelée dans la mienne. Alexandra à la remise de son diplôme de lycée, rayonnante de fierté. Alexandra à son mariage, magnifique en dentelle ivoire. Quand tout avait-il dérapé? Y avait-il eu un moment crucial que j'avais manqué, une blessure que j'avais infligée sans m'en rendre compte? Ou bien cette froideur, ce calcul, avait-il toujours été là, sous la surface? Je pris mon téléphone, et contre mon meilleur jugement, composai son numéro. Ça tomba directement sur la messagerie vocale. Alexandra, dis-je après le bip, c'est ta mère. J'ai vu l'article du Parisien. Je pense qu'il est temps que nous parlions vraiment. Pas d'avocat, pas de presse. Juste nous. Je fis une pause, déglutissant difficilement. Rappelle-moi. Elle ne rappela pas. Au lieu de cela, à 9 heures précises le lendemain matin, elle apparut sur les marches du palais de justice, flanquée de Richard et d'une femme à l'air sévère que je reconnus comme Patricia Wentworth, l'une des avocates les plus agressives en droit de la famille de la ville. Je regardais la conférence de presse depuis ma suite, Marianne et James de chaque côté de moi, comme des gardes. C'est la décision la plus douloureuse que j'ai jamais eue à prendre, dit Alexandra au reporter rassemblé, sa voix se brisant parfaitement au bon moment. Ma mère est une femme brillante, un esprit juridique éminent. Mais ces dernières années, elle a changé. Devenue paranoïaque, méfiante envers tout le monde autour d'elle. Elle essuya ses yeux avec un mouchoir. Richard posa une main de soutien sur son épaule. Le simulacre élaboré qu'elle a monté, simuler sa propre mort, se cacher pendant des jours, enregistrer secrètement des conversations privées. Ce ne sont pas les actions de la mère que je connais et que j'aime. Ce sont les symptômes d'une grave crise de santé mentale qui nécessite une intervention immédiate. Les questions fusèrent de la presse. Y avait-il eu des incidents précédents? Pourquoi n'avait-elle pas parlé plus tôt? S'agissait-il de l'héritage? Alexandra géra chaque question avec une aisance éprouvée. Oui, il y avait eu des comportements préoccupants pendant des années, mais elle avait respecté l'intimité de sa mère. Elle ne s'était manifestée que maintenant parce que la situation était devenue dangereuse. Et quant à l'héritage, elle regarda directement la caméra à ce moment-là, comme si elle pouvait me voir, ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de procurer à sa mère l'aide dont elle avait désespérément besoin. « Je veux juste retrouver ma vraie mère », conclut-elle, une larme parfaite glissant sur sa joue. J'éteignis la télévision, ma main ferme malgré la rage qui bouillonnait en moi. « Elle est douée », dis-je platement. « Je lui accorde ça. » James se leva, réajustant sa cravate. « Nous avons programmé notre propre conférence de presse à midi. La juge Hamilton acceptait de parler en votre nom, ainsi que le docteur Cohen de l'hôpital. » J'acquiesçai distraitement, mon esprit était ailleurs. Quelque chose qu'Alexandra avait dit ne cessait de se répéter dans ma tête, je veux juste retrouver ma vraie mère. Comme si la femme qui l'avait élevée, soutenue, aimée inconditionnellement, n'était en quelque sorte pas réelle. Comme si la mère qu'elle voulait était une version idéalisée qui remettrait des millions sans poser de questions, qui tolérerait d'être utilisée et jetée. Je ne ferai pas de conférence de presse, dis-je soudainement. Marianne et James échangèrent des regards alarmés. Madame la juge, nous devons contrer son récit, insista James. Si nous ne répondons pas... Oh, je vais répondre, dis-je en me levant. Mais pas avec des déclarations soigneusement préparées et des témoins de moralité. Cela a dépassé les manœuvres juridiques, dépassé les relations publiques. À quoi penses-tu? Demanda Marianne prudemment. Je me dirigeai vers le bureau,
prenant mon téléphone. Je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer la défense. Alexandra veut une guerre? Très bien. Mais nous allons la mener à ma manière. Je composai un numéro de mémoire, attendant qu'il sonne 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. L'anglais, dit-elle d'une voix nette. Mélissa, c'est Eleanor Blackwood. Une pause. Madame la juge Blackwood. C'est inattendu. Je l'imagine. Vous vous demandez probablement pourquoi j'appelle, étant donné que vous avez porté un toast à ma mort aux côtés de ma fille la semaine dernière. Une autre pause, plus longue cette fois. Je peux expliquer cela? Je suis sûre que oui, coupa-je. Et je vais vous donner l'occasion de le faire. Mais d'abord, j'ai besoin de quelque chose de vous. Que pourriez-vous bien vouloir de moi? Sa voix était devenue méfiante. Des informations, dis-je simplement. Sur Alexandra. Sur ses finances, son mariage, ses affaires. Les choses qu'elle ne dit pas à sa mère, mais qu'elle pourrait partager avec une amie après trop de martini. Vous voulez que j'espionne votre fille? Mélissa parut scandalisée, mais il y avait un sous-courant d'intrigue dans sa voix. Je veux que vous m'aidiez à comprendre ce qui la pousse, corrigeai-je. Pourquoi elle est si désespérée d'avoir mon argent qu'elle est prête à détruire ma réputation pour l'obtenir? Et en retour, je suis prête à oublier votre rôle dans ce charmant petit toast funéraire. La ligne resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis, quand et où? Je souris d'un air sombre. Le bar américain du Ritz. Dans 1 heure. Mélissa Langlais arriva précisément à l'heure, l'air nerveuse mais impeccablement vêtue de Chanel et de perles. J'avais obtenu une table de coin isolée, à l'abri des regards indiscrets et des oreilles curieuses. « Madame la juge Blackwood », dit-elle en se glissant sur la chaise en face de moi, sa voix feutrée. « Je tiens à vous dire à quel point je suis désolée pour ce qui s'est passé au Dôme Royal. J'ai été choquée par le comportement d'Alexandra, mais je ne savais pas quoi faire, et... » Je levai une main, arrêtant son flot d'excuses préparées. « Gardez-les, Mélissa. Je ne suis pas intéressée par vos excuses. Je suis intéressée par la vérité sur ma fille. » Elle déglutit difficilement, tripotant sa serviette. « Que voulez-vous savoir? » Tout ce que vous savez sur ses finances. Son mariage. Pourquoi elle est si désespérée d'avoir mon argent qu'elle est prête à me détruire publiquement pour l'obtenir. Mélissa jeta des regards nerveux autour d'elle, bien que personne ne fût à portée de voix. Il faut comprendre, Alexandra ne me confie pas tout, ni à personne d'ailleurs. Elle a toujours été compartimentée. Mais vous la connaissez depuis 20 ans, insistai-je point. Elle me paie, et j'ai besoin de cet argent pour les traitements médicaux de mon petit-fils. Sa voix trahissait une détresse sincère. Mais je dois vous dire quelque chose. Ce qu'elle me demande de dire, ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais fait ça. Vous avez toujours été bonne avec moi, juste. Je serrai le téléphone plus fort. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que j'ai vu ce qu'elle préparait. Je nettoyais son appartement hier, et j'ai trouvé des pilules dans son sac à main. Et une note indiquant quand les mettre dans votre boisson au palais de justice. La voix de Maria se fit encore plus basse. Elle compte vous droguer, Madame la juge. Pour vous faire paraître confuse, désorientée. Je ne pouvais pas me taire à ce sujet. Ce n'est pas juste. Une froide fureur monta en moi. Pouvez-vous me dire exactement ce que vous avez vu? Quelles pilules? Que disait la note? Je ne connais pas les pilules, elles n'étaient pas étiquetées. Des comprimés blancs. La note disait juste « Blackwood, au 10h15 » avec un trait de soulignement. Votre audience est à 10h30, n'est-ce pas? Elle compte vous offrir de l'eau, je crois. C'était horriblement logique. Alexandra savait que je buvais toujours de l'eau pendant les audiences, une habitude de mes années au siège. Elle viendrait préparer avec de l'eau droguée, l'offrirait avec une sollicitude filiale, puis me regarderait devenir désorientée devant le juge qui devait déterminer ma capacité mentale. Maria, seriez-vous prête à signer une déclaration sur ce que vous avez vu? À témoigner de cela si nécessaire? Il y eut une longue pause. Je ne peux pas, Madame la juge. Les traitements de mon petit-fils. Je ne peux pas perdre cet argent. Mais je ne pouvais pas la laisser faire ça sans vous prévenir. S'il vous plaît, soyez juste prudente demain. N'acceptez rien d'elle. Et s'il vous plaît, ne lui dites pas que j'ai appelé. Avant que je puisse répondre, elle raccrocha. Je rapportai la conversation à James, qui parut à la fois alarmé et sombrement justifié. Cela confirme l'avertissement de Richard, dit-il. Elle prévoit de vous saboter au tribunal. Et maintenant nous savons comment, répondis-je. Ce qui signifie que nous pouvons l'empêcher et le tourner à notre avantage.
Comment. Je souris, ressentant la clarté stratégique familière qui m'avait si bien servi dans les affaires complexes. En la laissant croire que son plan fonctionne, puis en révélant le piège. Si Alexandra veut prouver que je suis mentalement incompétente, donnons-lui exactement le contraire de ce qu'elle attend. Le lundi matin se leva clair et vif. Je m'habillai avec un soin particulier. Un tailleur Chanel bleu marine qui dégageait de l'autorité sans ostentation, des boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma mère, des talons bas qui me permettaient de me tenir droite et de me mouvoir avec assurance. Une armure de combat, à sa manière. James me rejoignit dans le hall de l'hôtel, accompagné du docteur Cohen et du juge Hamilton, qui avaient insisté pour assister en tant que soutien moral. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes et de photographes, créant une aide d'honneur que nous dûmes franchir pour atteindre l'entrée. Madame la juge Blackwood, comment réagissez-vous aux allégations de déclin mental? Est-il vrai que vous avez simulé votre propre mort dans le cadre d'un délire paranoïaque? Êtes-vous certaine de conserver le contrôle de votre patrimoine? Je traversai le barrage sans commentaire, la tête haute, l'expression composée. À l'intérieur, le couloir devant la salle d'audience 4B était tout aussi bondé, équipe juridique, avocats curieux, plus de presse. Et là, à l'autre bout, se tenait Alexandra avec Richard et leur avocate, Patricia Wentworth. Alexandra portait un tailleur gris sobre qui rappelait mon propre style judiciaire. Un choix calculé, sans doute, pour se positionner inconsciemment comme la figure d'autorité rationnelle. Nos regards se croisèrent dans le couloir bondé. Elle offrit un petit sourire confiant, le sourire de quelqu'un qui croyait la victoire déjà assurée. Je le lui rendis d'un des miens, et juste un instant, l'incertitude vacilla sur son visage. À précisément 10h30, l'huissier nous invita à entrer dans la salle d'audience. Le juge Wilson, un homme sérieux d'une 50aine d'années, entra de ses bureaux et prit place sur le siège. « Bonjour », commença-t-il. « Nous sommes ici pour l'affaire Hartwell contre Blackwood, une requête en mise sous tutelle provisoire. Avant de commencer, je tiens à préciser que, malgré l'attention médiatique considérable qu'a suscité cette affaire, cette salle d'audience maintiendra le décorum et les protections de la vie privée appropriées aux procédures devant le juge aux affaires familiales. » Il posa un regard sévère sur le public. Toute perturbation entraînera une expulsion immédiate. Patricia Wentworth se leva la première. « Votre honneur, nous apprécions votre insistance sur le décorum. Étant donné la nature sensible des problèmes médicaux en jeu, nous demanderions que la salle d'audience soit fermée à tous, sauf au personnel essentiel. » James se leva immédiatement. « Nous nous y opposons, votre honneur. Madame la juge Blackwood n'a rien à cacher et estime que la transparence sert ses intérêts dans cette affaire. » Le juge Wilson réfléchit brièvement. « La demande est rejetée, Madame Wentworth. Cependant, je n'hésiterai pas à faire évacuer la salle si les débats deviennent un spectacle. » Il jeta un coup d'œil à ses notes. « Vous pouvez faire votre déclaration liminaire. » Wentworth s'approcha de la tribune, incarnant l'avocate polie par excellence. « Votre honneur, il s'agit ici de l'affaire d'un esprit brillant en déclin. D'une décision douloureuse prise par une fille de chercher de l'aide pour sa mère, lorsque cette dernière ne peut plus reconnaître son propre comportement erratique. Madame la juge Eleanor Blackwood a servi cette ville et ce pays avec distinction pendant des décennies. Ses compétences juridiques ont été irréprochables. Mais ces dernières années, et particulièrement ces derniers mois, quelque chose a changé. » Elle continua en décrivant le récit qu'Alexandra avait construit. Les suspicions paranoïaques, la supercherie élaborée de la mort, le « harcèlement » des amis d'Alexandra. Selon Wentworth, il ne s'agissait pas des actions d'une personne rationnelle, mais des symptômes d'un grave déclin cognitif nécessitant une intervention. Nous présenterons le témoignage du personnel de maison, qui a été témoin de comportements de plus en plus erratiques. D'experts médicaux qui expliqueront comment même les esprits brillants peuvent se détériorer de manière à laisser les capacités professionnelles intactes tout en sapant le jugement dans les affaires personnelles. Et d'Alexandra Hartwell elle-même, une fille qui ne désire rien de plus que de protéger la mère qu'elle aime de tout nouveau préjudice, pour elle-même ou son héritage. Tout au long de cette représentation, je gardais une expression neutre, ma posture droite. Mais j'étais parfaitement consciente d'Alexandra, assise à la table de la demanderesse, jetant occasionnellement des regards inquiets dans ma direction, préparant le terrain pour ce qui allait arriver. James délivra notre déclaration liminaire avec une égale habileté, soulignant ma longue histoire de jugement sain, les évaluations médicales complètes confirmant ma santé cognitive, et le moment suspect des préoccupations d'Alexandra, coïncidant précisément avec son accès à ma succession. Cette affaire ne porte pas sur la compétence mentale, conclut-il. Elle porte sur le contrôle.
Le contrôle d'actifs substantiels que Madame la juge Blackwood a destiné à des fins caritatives plutôt qu'à un enrichissement personnel. Nous démontrerons non seulement que Madame la juge Blackwood est pleinement compétente, mais que cette requête représente une tentative opportuniste de s'emparer de fonds auxquels la requérante n'a aucun droit légal d'accès. Alors que les déclarations se concluaient, je remarquai Alexandra se pencher vers Richard, lui murmurant quelque chose. Il hocha la tête, puis se leva et s'approcha de notre table avec une bouteille d'eau. « Madame la juge Blackwood, » dit-il avec une sollicitude étudiée, « vous semblez un peu rouge. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Pile à l'heure, 10h15. Les informations de Maria étaient exactes. « Comme c'est attentionné, » dis-je en acceptant la bouteille. « Merci, Richard. » Il regagna sa place, et je vis le léger signe d'approbation d'Alexandra. Le piège était tendu. Il était maintenant temps de faire fonctionner le mien. Alors que Wentworth appelait son premier témoin. Maria, visiblement mal à l'aise dans ses vêtements du dimanche, je fis mine d'ouvrir la bouteille d'eau, la porter à mes lèvres, sans en boire réellement. Je la posai sur la table, à portée de main de James, qui la transmit nonchalamment à un greffier se tenant à proximité, avec un hochement de tête presque imperceptible. Le témoignage se déroula comme prévu. Maria, visiblement en conflit, décrivit des comportements que je n'avais jamais exhibés. Des déambulations nocturnes, des accusations de vol, des murmures paranoïaques. Sous le contre-interrogatoire de James, elle devint de plus en plus désarçonnée, surtout lorsqu'il produisit ses relevés d'emploi montrant de gros bonus récents coïncidents avec son accord pour témoigner. Des témoignages similaires suivirent de Paul le chauffeur et de Lucia la cuisinière, des récits soigneusement préparés qui dépeignaient une femme perdant pied avec la réalité. Tout au long, je restais posé, écrivant occasionnellement des notes à James, ne montrant aucun signe de la désorientation qu'Alexandra attendait clairement à ce stade. Je pouvais voir sa confusion grandissante, les regards fréquents vers la bouteille d'eau, les consultations chuchotées avec Wentworth. La drogue aurait dû faire effet. J'aurais dû montrer des signes de confusion, d'élocution pâteuse, de désorientation. Au lieu de cela, je restais alerte et impliqué, offrant même de petites corrections à James pour ses questions de contre-interrogatoire. Après la suspension de midi, Wentworth appela son expert psychiatre. Un homme d'allure distinguée nommé Dr Lebowitz qui, opportunément, ne m'avait jamais réellement examiné. Il offrit un long témoignage sur la façon dont certains types de déclin cognitif pouvaient se manifester de manière à préserver les connaissances professionnelles tout en sapant le jugement dans les affaires personnelles. C'est assez courant, expliqua-t-il, pour les individus ayant le profil de Madame la juge Blackwood de développer des délires de persécution centrés sur leurs proches, tout en maintenant une fonction impressionnante dans des contextes professionnels familiers. Lorsque James se leva pour le contre-interrogatoire, il tenait une chemise cartonnée que je n'avais jamais vue auparavant. « Dr Lebowitz, vous avez témoigné que le comportement de Madame la juge Blackwood, spécifiquement, simuler sa propre mort pour tester de sa fille, est compatible avec une idéation paranoïaque, n'est-ce pas? » « Oui, c'est exact. » « Et vous avez suggéré que cela représente une rupture grave avec la réalité qui justifie une intervention. » « Selon mon opinion professionnelle, oui. » James ouvrit la chemise. J'aimerais introduire comme preuve les éléments suivants, désignés comme pièces à conviction de la défense AAE. Ce sont, dans l'ordre, un enregistrement audio réalisé au restaurant Le Grand Colbert le 21 mars, dans lequel Alexandra Hartwell porte un toast à sa libération en feinte de sa mère. Des relevés bancaires montrant la tentative de Madame Hartwell de vendre des objets de la collection de Madame la juge Blackwood quelques jours après sa prétendue mort, des messages textantres. Madame Hartwell et un agent immobilier concernant la mise en vente de l'appartement Penthouse avant même l'ouverture de la succession. Et surtout, il en extirpa un rapport de laboratoire, cette analyse toxicologique de la bouteille d'eau fournie à Madame la juge Blackwood ce matin, montrant la présence de benzodiazépine à environ 3 fois la dose thérapeutique. La salle d'audience explosa. Le visage d'Alexandra se vida de ses couleurs. Richard parut frappé de stupeur. Wentworth fut immédiatement debout, s'opposant à l'introduction de preuves surprises et exigeant du temps pour examiner les documents. Le juge Wilson frappa son marteau. « Avocat, approchez du siège. Maintenant. » Tandis que les avocats s'entretenaient avec le juge, je me tournai enfin pour regarder directement Alexandra. Nos regards se croisèrent à travers la salle d'audience. Dans les siens, je vis le choc, la rage et quelque chose d'autre, la prise de conscience naissante qu'elle avait gravement sous-estimé son adversaire. À cet instant, elle ne voyait pas sa mère, la femme qu'elle avait écartée et dévalorisée. Elle voyait Madame la juge Blackwood, qui avait passé des décennies à identifier les menteurs, à démasquer les fraudes et à assurer les conséquences des actes. Je m'accordai un petit sourire triste. La première bataille était gagnée. Mais la guerre ne faisait que commencer.
Les bureaux du juge Wilson étaient austères comparés à mes propres appartements judiciaires. Un mobilier en cuir fonctionnel, des codes de loi tapissant les murs, une absence distincte de touches personnelles. Le juge lui-même était assis derrière son bureau, les doigts joints, l'expression grave alors qu'il nous observait tous les quatre, James et moi d'un côté, Alexandra et Patricia Wentworth de l'autre. Cela a dépassé une simple affaire de mise sous tutelle, dit-il, sa voix mesurée, mais portant une nuance de colère à peine contenue. Nous avons maintenant des allégations de tentatives de droguer, de crimes financiers, et ce qui semble être une campagne orchestrée pour saper la crédibilité de Madame la juge Blackwood. Il fixa Alexandra d'un regard sévère. Madame Hartwell, ce sont des affaires extraordinairement graves. Alexandra avait retrouvé une partie de son calme depuis la révélation en salle d'audience, mais ses yeux trahissaient la méfiance d'un animal acculé. Votre honneur, je nie catégoriquement avoir eu connaissance de médicaments dans cette bouteille d'eau. Pour autant que nous sachions, elle a été altérée après avoir quitté la possession de mon mari. Une théorie commode, interjeta James, sauf que nous avons des images de surveillance du palais de justice montrant M. Hartwell achetant cette bouteille spécifique à la machine distributrice du palais 15 minutes avant de l'offrir à Madame la juge Blackwood. Le seau était intact quand il la lui a remise. Le juge Wilson leva une main. « Monsieur Harrington, s'il vous plaît. » Il se tourna vers Alexandra. « Madame Hartwell, étant donné ces développements, je suis enclin à rejeter votre requête immédiatement et à renvoyer cette affaire au parquet pour une éventuelle enquête pénale. » Patricia Wentworth se pencha en avant. « Votre honneur, nous demandons du temps pour enquêter sur ces allégations. Ma cliente n'a pas eu l'occasion d'examiner ces prétendues preuves ni de préparer une réponse. Au minimum, nous avons droit à une procédure régulière. » « Une procédure régulière » répétai-je, incapable de me contenir. Une préoccupation intéressante de la part de quelqu'un qui a tenté de droguer une ancienne magistrate fédérale en pleine audience. « Maman, je n'ai pas, » commença Alexandra, mais le juge Wilson la coupa. « Madame la juge Blackwood, s'il vous plaît. Maintenons le décorum. » Il soupira lourdement. « Voici ce que nous allons faire. Je suspends ces procédures pour 48 heures. Pendant ce temps, Madame Wentworth, vous et votre cliente aurez l'occasion d'examiner les preuves que M. Harrington a présentées. Monsieur Harrington, vous fournirez des copies intégrales de tous les documents au conseil de la partie adverse d'ici 17 heures aujourd'hui. » Il nous fixa chacun d'un regard sévère. « Lorsque nous nous réunirons de nouveau mercredi à 10 heures, j'attends des deux parties qu'elles soient préparées à aborder ces questions de manière exhaustive. Et je suggère fortement à chacun de considérer très attentivement ces prochaines étapes. Ce tribunal ne tolérera aucune autre tentative de manipulation ou de tromperie. » Il s'éleva. L'audience est levée. Alors que nous sortions des bureaux du juge, Alexandra me retint le bras, me tirant légèrement à l'écart. « Vous vous croyez si maligne » siffla-t-elle, sa voix assez basse pour que seul moi puisse l'entendre. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez commencé. »« Je n'ai pas commencé cela, Alexandra, » répondis-je doucement. « C'est vous, au moment où vous avez porté un toast à ma mort. » Ses doigts s'enfoncèrent dans mon bras. « Ces Russes dont vous vous souciez tant, ils n'ont que faire des procédures légales. Ils se soucient de leur argent. Et s'ils ne l'obtiennent pas? »« Vous me menacez ?» demandai-je, gardant ma voix ferme malgré le frisson que ces mots me firent ressentir. « Je vous préviens, » corrigea-t-elle, les yeux durs. « Pour une fois dans votre vie, écoutez votre fille. Laissez tomber. Tout cela. Acceptez l'accord que je vous ai proposé au bar du Lutetia. C'est la seule façon pour que cela ne se termine pas en désastre. » Avant que je puisse répondre, James apparut à mes côtés. « Tout va bien ici. » Alexandra relâcha mon bras, son visage se transformant instantanément en un masque de sollicitude filiale. Je prenais juste des nouvelles de ma mère. Cela doit être tellement stressant pour elle. Elle sourit d'un air contraint. « Nous nous parlerons bientôt, maman. » Alors qu'elle s'éloignait pour rejoindre Wentworth, James se pencha. « C'était quoi, ça ?»« Une menace, » dis-je, observant la silhouette de ma fille s'éloigner. « Voilée, mais indubitable. Les Russes avec qui elle est impliquée veulent leur argent. Et apparemment, ce ne sont pas des gens patients. » James me guida vers la sortie. « Nous devrions en discuter avec Schaeffer. S'il y a une menace crédible. »« Elle est crédible, » l'interrompis-je. « Alexandra ne risquerait pas de menace vide à ce stade. Elle est désespérée. » Dehors, la frénésie médiatique s'était intensifiée, les journalistes hurlant des questions alors que nous descendions les marches du palais de justice. Je gardai le silence jusqu'à ce que nous atteignions la voiture qui nous attendait, me glissant sur la banquette arrière avec soulagement alors que la porte se fermait sur la cacophonie. Lerith,
Demanda James rejoignant. Je secouai la tête. Non. Je pense qu'il est temps que je rentre chez moi. James Parrot surprise. Le Penthouse? Êtes-vous sûr que c'est judicieux? Après tout ce qui s'est passé. C'est ma maison, James. J'ai été en exil assez longtemps. Je regardais les rues de la ville défiler. De plus, Alexandra sait où je loge au Ritz. Si elle est sérieuse au sujet de ses liens russes, je préférerais ne pas être là où elle m'attend. Il ne put contester cette logique, bien que son expression restât troublée. Au moins, laissez-moi organiser la sécurité. C'est déjà fait, dit une voix depuis le siège passager avant. Daniel Schaeffer se tourna, me faisant un signe de tête. Madame la juge Blackwood. Une sacrée performance aujourd'hui au tribunal. Pas une performance, monsieur Schaeffer. Juste la vérité qui s'affirme, comme elle a l'habitude de le faire finalement. En effet. Il me tendit un dossier mince. La vérification que vous avez demandée. J'ai confirmé des liens substantiels entre Hartwell Design et 3 entités distinctes liées au crime organisé russe. Des contrats clients remontant à environ 18 mois, avec des paiements qui ne correspondent pas aux services déclarés. J'ouvris le dossier, parcourant son contenu. Détails financiers. D'après les dossiers auxquels nous avons eu accès, le cabinet de votre fille a reçu environ 4,2 millions d'euros de ses sources, ostensiblement pour des services de design. Le travail de conception réellement accompli représente peut-être un 10e de cette valeur. Le reste semble avoir été recyclé à travers divers comptes, sociétés écrans, et finalement de retour aux sources originales, moins de lourds frais. Blanchiment d'argent, dit James sombrement. Une structure classique. Avec un vernis de légitimité fourni par une entreprise de design réel et fonctionnel, acquiesça Schaeffer. C'est astucieux, en fait. Le design d'intérieur est parfait pour le blanchiment d'argent, au prix subjectif, gros achats en espèces, relations avec des fournisseurs internationaux. Je fermai le dossier, me sentant soudainement épuisé. Et ma fille est au cœur de tout cela. Pas seulement au milieu, corrigea doucement Schaeffer. D'après ses communications, elle semble être une participante active et consciente. Il y a des échanges de SMS où elle discute explicitement des arrangements de nettoyage et de cycle de lavage, une terminologie cohérente avec les opérations de blanchiment. La voiture s'arrêta devant mon immeuble, un immeuble cossu de l'avenue Foch, l'une des adresses les plus prestigieuses de la ville. Le concierge eut un double regard surpris en me voyant sortir, clairement étonné de revoir la locataire supposément décédée. « Madame la juge Blackwood », s'exclama-t-il. Nous pensions, c'est-à-dire, on nous avait dit. Les rumeurs de ma mort étaient fortement exagérées, Carlos, dis-je avec un petit sourire. Je suppose que mes clés fonctionnent toujours. Bien sûr, bien sûr. Il se hâta de m'ouvrir la porte. Bienvenue chez vous, madame la juge. Le Penthouse était exactement comme je l'avais laissé, à une exception flagrante près, les espaces vides où se trouvaient certains objets de valeur. L'absence du monnaie était la plus évidente, mais je remarquais aussi de l'argenterie, de petites sculptures manquantes, et bien sûr, les bijoux qu'Alexandra s'était si vite appropriés. Elle n'a pas perdu de temps, observa James, notant les lacunes évidentes dans le décor. Non, acquiesçai-je, traversant l'espace qui avait été ma maison pendant 30 ans. Mais elle n'a pas tout eu. J'entraînai James et Schaeffer dans mon bureau, le cœur de mon domaine. Ici aussi, il y avait des signes de l'inventaire hâtif d'Alexandra, des tiroirs légèrement ouverts, des livres de travers sur les étagères, le coffre-fort mural vide derrière mon diplôme de l'École nationale de la magistrature. Mais le compartiment caché de la bibliothèque était resté intact, tout comme plusieurs autres caches secrètes que j'avais établies au fil des ans. Alexandra me connaissait bien, mais pas aussi bien qu'elle le pensait. Nous devrons sécuriser les lieux, dit Schaeffer, examinant déjà les fenêtres et les angles de vue. Étant donné la nature des menaces et les individus potentiellement impliqués, nous devrions supposer un risque accru. J'acquiesçai, m'enfonçant dans mon fauteuil de bureau en cuir avec un sentiment de justesse malgré les circonstances. Faites tout ce que vous devez faire. En attendant, James, nous devons nous préparer pour mercredi. C'est déjà en cours, m'assura-t-il. J'ai une équipe qui examine toutes les preuves financières, préparant la documentation formelle pour le tribunal. Et j'ai alerté certains services étatiques compétents sur les dimensions internationales potentielles de cette situation. Avec prudence, j'espère, dis-je en haussant un sourcil. Alexandra reste ma fille, quoi qu'elle ait fait. James eut la grâce d'avoir l'air légèrement penaud. Bien sûr. À ce stade, ce ne sont que des notifications préliminaires. Rien ne sera entrepris sans votre approbation.
Le reste de la journée passa dans un flou de préparatifs. Système de sécurité amélioré, documents juridiques examinés, plan d'urgence établi point le soir, l'appartement terrasse s'était transformé en une sorte de forteresse, l'équipe de Schaeffer ayant mis en place des mesures de surveillance et de contre-surveillance partout. Je me tenais aux fenêtres du salon, regardant l'obscurité s'installer sur le jardin du Luxembourg, quand mon téléphone vibra, annonçant un message d'un numéro inconnu. Rendez-vous demain. 14 heures. Le banc où tu me lisais des histoires dans le parc. Viens seul. Pas d'avocat, pas de sécurité. Dernière chance de résoudre ça en privé. Hey. Je fixais le message, pesant mes options. Le choix rationnel était clair. L'ignorer, le transférer à Schaeffer, maintenir les protocoles de sécurité que nous avions établis. Mais quelque chose de plus profond me tiraillait, un reste d'instinct maternel qui refusait de s'éteindre malgré tout. Je supprimai le message sans répondre. Cette nuit-là, je dormis dans mon propre lit pour la première fois depuis ma mort. Le sommeil fut agité, entrecoupé de rêves d'Alexandra enfant, sa petite main dans la mienne alors que nous marchions dans le parc, sa voix joyeuse et excitée racontant ses aventures scolaires, son visage solennel alors qu'elle se tenait à mes côtés aux funérailles de son père. Où était passé cet enfant? Avait-elle jamais vraiment existé, ou avais-je simplement vu ce que je voulais voir? Le matin n'apporta aucune clarté, seulement une résolution grandissante de mener cette affaire à son terme, quel qu'il soit. Je suivis ma routine habituelle, café sur la terrasse, journal, avec sa couverture haletante du « duel judiciaire de la juge et de sa fille », appel avec James concernant les derniers préparatifs de l'audience de demain. À 13h30, je pris ma décision. Sans informer personne, je m'habillai de vêtements décontractés, pris l'ascenseur de service pour éviter le hall d'entrée, et me glissai par une entrée latérale où je savais que les caméras de sécurité avaient une couverture limitée. Une vie de prudence de magistrate m'avait appris à observer méticuleusement les protocoles de sécurité, et donc, à les contourner si nécessaire. Le jardin du Luxembourg m'accueillit avec la tendre verdure du printemps, les allées animées par les touristes, les nounous poussant des poussettes, les employés de bureau déjeunant sur les bancs. Je me dirigeai résolument vers l'endroit qu'Alexandra avait spécifié. Un banc isolé près des jardins fleuris où, en effet, je lui avais lu d'innombrables fois pendant son enfance. Elle était déjà là, des lunettes de soleil masquant ses yeux, les cheveux tirés en une simple queue de cheval qui la rendait plus jeune, plus vulnérable que la femme du monde raffinée qu'elle présentait au public. Un instant, la voyant de profil, j'entrevis la fille dont je me souvenais, avant que l'ambition ne la durcisse, avant que l'avidité n'éclipse l'amour qu'elle avait pu autrefois me porter. « Je ne pensais pas que tu viendrais », dit-elle sans lever les yeux, alors que je m'asseyais à ses côtés. « Moi non plus, avouai-je. Il semble que l'instinct maternel ait la vie dure, même face à l'évidence écrasante qu'il devrait disparaître. » Elle retira ses lunettes de soleil, croisant enfin mon regard. Je fus surprise de voir ses yeux rougis et gonflés par les pleurs. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? De ce que tu as mis en marche? » « Je pourrais te poser la même question, » répondis-je calmement. « Droguer une ancienne magistrate en pleine audience. Blanchiment d'argent pour des réseaux russes. Tenter de faire déclarer ta propre mère sous tutelle pour des motifs financiers. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix serrée par l'émotion contenue. Ces gens, ils n'opèrent pas dans les limites de la loi et des conséquences. Ils ne se soucient pas des audiences ou des procédures légales, ni de ta réputation irréprochable. Alors explique-le-moi, dis-je, gardant ma voix posée. Aide-moi à comprendre comment ma fille s'est retrouvée empêtrée avec des gens qui opèrent en dehors de la loi. Elle détourna le regard, observant une jeune mère pousser une poussette le long de l'allée. Ça a commencé modestement. Un client russe, incroyablement riche, nouvel argent, désireux de s'établir parmi le tout Paris. Il voulait que son appartement soit conçu pour impressionner, sans aucune restriction budgétaire. Le client idéal, n'est-ce pas? J'acquiesçai, attendant la suite. Les honoraires étaient exceptionnels, 3 fois mon tarif habituel. Je ne me suis pas posé de questions au début. Puis il a recommandé des amis, tout aussi généreux. Mais ils avaient des demandes inhabituelles. Payer en espèces. Acheminer certains achats par des fournisseurs spécifiques. Vouloir une documentation qui gonflait ou dégonflait les prix selon le contexte. Et tu as accepté, dis-je, non pas une question, mais une affirmation. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais déjà compromise. Ses mains se tordaient sur ses genoux. Et nous avions besoin d'argent. Le cabinet de Richard était en difficulté. Mon entreprise luttait après la pandémie. Nous devions maintenir les apparences, satisfaire aux exigences de notre train de vie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, d'essayer de suivre dans ce milieu.
J'ai vécu dans ce milieu pendant des décennies sans blanchir de l'argent pour des criminels, fis-je remarquer. Ses yeux brillèrent. Oui, depuis ta position de supériorité morale inattaquable. Juge Blackwood, l'incarnation de l'éthique. As-tu la moindre idée à quel point c'est étouffant d'être ta fille? De savoir que rien de ce que j'accomplirai ne sera jamais à la hauteur de tes standards? Alors c'est ma faute en quelque sorte? Tes activités criminelles sont dues au fait que j'ai placé la barre trop haut? Non, admit-elle après un moment. Non, les choix étaient les miens. Mais la pression constante d'avoir l'air de réussir, de ne jamais montrer de faiblesse ou d'échec. Ça, c'est réel. Je soupirai, sentant le poids de toutes nos années d'incompréhension, d'attentes non satisfaites de part et d'autre. Alexandra, quelles que soient les pressions que tu as ressenties, quels que soient les ressentiments que tu nourrisses, ils ne justifient pas ce que tu as fait. Ni à moi, ni à toi-même. Je le sais, dit-elle, me surprenant par sa franchise. Je sais que tout est indéfendable. Mais c'est aussi irréversible. Ces gens ont été très clairs sur ce qui se passe si leur arrangement est perturbé. Tu dis qu'ils t'ont menacé? Elle rit amèrement. Pas avec autant de mots. Ils n'en ont pas besoin. Leur réputation les précède. Elle se pencha plus près. Mère, écoute-moi. Ces gens te connaissent maintenant. Ils sont au courant de l'affaire judiciaire, de la succession, de tout. Ils te voient comme un obstacle à l'argent qu'ils estiment leur être dû. Par ton intermédiaire, précisai-je. L'argent qu'ils estiment leur être dû par ton intermédiaire. Oui, concéda-t-elle. Et ils ne sont pas particulièrement préoccupés par la distinction entre nous. Dans leur esprit, tu contrôles des biens qui pourraient résoudre la situation. Je ressentis un frisson malgré le soleil printanier. Combien? 7 millions, dit-elle doucement. C'est ce que nous avons besoin pour que tout cela disparaisse. La somme était stupéfiante et révélatrice. Il ne s'agissait pas seulement de couvrir des dettes existantes, il s'agissait d'extraire la valeur maximale avant que tout ne s'effondre. Et si je fournissais cet argent, que se passerait-il alors? L'espoir scintilla dans ses yeux, la première émotion authentique que j'avais vue d'elle depuis des jours. Alors ça s'arrête. Tout. Je retire la demande de tutelle. Les Russes sont payés. Tu retrouves ta vie. Nous nous en sortons tous. Sauf que je suis plus pauvre de 7 millions d'euros, et que tu ne subis aucune conséquence pour avoir tenté de me faire déclarer inapte. Pour avoir tenté de me droguer au tribunal. Pour les mensonges et la trahison. Je secouai la tête. Ce n'est pas une résolution, Alexandra. C'est une capitulation. Son expression se durcit. Alors que proposes-tu? Tu veux que j'aille en prison? Ta seule fille, en détention provisoire pour blanchiment d'argent? Est-ce là ton idée de la justice? Non, dis-je doucement. Ce que je veux, c'est que ma fille assume la responsabilité de ses actes. Qu'elle affronte les conséquences avec la dignité et l'intégrité que je pensais lui avoir inculquées. Platitude de juge, cracha-t-elle. Facile à dire depuis ta position. Tu n'es pas celle qui fait face à des menaces de gens qui règlent leurs problèmes par la violence, plutôt qu'avec des dossiers juridiques. En fait, si, lui rappelai-je. Tu t'en es assuré en m'impliquant dans tes manigances. Elle se tut, la vérité de cette affirmation semblant faire mouche. Pendant plusieurs minutes, nous restâmes sans parler, deux femmes liées par le sang, mais séparées par un gouffre de choix et de valeurs. Je ne voulais pas en arriver là, dit-elle finalement. Rien de tout ça. La demande de tutelle était l'idée de Richard au départ, un moyen d'accéder légalement à tes biens. Je voulais juste... Elle laissa sa phrase en suspens. Quoi? Que voulais tu, Alexandra? La liberté, murmura-t-elle. La liberté financière. La liberté de ne plus être toujours dans ton ombre. La liberté de ne plus subir la pression constante d'être digne d'être la fille de la juge Blackwood. J'étudiai son visage, le visage que j'avais autrefois mieux connu que le mien. Il y avait de la vérité dans ses mots, aussi tordus que fut la logique. Elle avait toujours souffert du poids de ma réputation, de mes attentes. Peut-être avais-je échoué à voir comment ce fardeau l'avait façonné, avait déformé ses priorités. Il y a peut-être un chemin à suivre, dis-je prudemment. Pas celui que tu suggères, mais une voie qui ne se termine pas avec toi en prison. Sa tête se redressa brusquement. Que veux-tu dire? La coopération. Divulgation complète de tes activités, de tes contacts, des structures que tu as mises en place. En échange de charges réduites, voire même d'une immunité selon la valeur des informations. Tu veux que je dénonce les Russes? Sa voix monta, incrédule. C'est du suicide.
Pas si c'est géré correctement. Avec une protection adéquate, de nouvelles identités si nécessaire. Je la regardais fixement. Alexandra, cela ne se termine pas avec de l'argent. Même si je te donnais 7 millions d'euros aujourd'hui, ces gens reviendraient demain pour plus. Tu le sais. Elle détourna le regard, la vérité de mes paroles résonnant clairement. Richard ne serait jamais d'accord. Il est trop profondément impliqué, trop compromis. Alors fais ton propre choix, dis-je simplement. Pour une fois, décide qui tu es en dehors de Richard, en dehors des attentes de ton cercle social, en dehors de ton ressentiment envers moi. Elle resta silencieuse un long moment, un conflit évident se lisant sur son corps tout entier. Quand elle parla enfin, sa voix était petite, presque enfantine. « J'ai peur, mère. » Les mots me transpercèrent plus profondément que toute sa cruauté calculée. À cet instant, je ne vis pas la femme qui avait porté un toast à ma mort ou manigancé pour s'emparer de ma fortune. Je vis mon enfant, perdu, effrayé, dépassé par les événements. « Je sais, » dis-je doucement. « Mais tu n'as pas à affronter cela seule. Malgré tout, je suis toujours ta mère. » Elle me regarda alors, vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. « Pourquoi m'aiderais-tu ? Après ce que j'ai fait ? Parce que c'est ce que font les mères, » dis-je simplement. Nous aidons nos enfants à retrouver leur chemin, même quand ils se sont égarés loin de la voie que nous espérions pour eux. Une ombre traversa son visage. Il est peut-être trop tard pour ça. Que veux-tu dire ? Elle consulta sa montre, soudain agitée. Je dois y aller. Ils m'attendent à 4 heures. Qui est-ce ? Alexandra, qu'est-ce qui se passe à 4 heures ? Elle se leva, ramassant son sac à main. Je n'aurais pas dû te contacter. C'était une erreur. Juste, sois prudente. Fais attention à tes arrières. Et si des gens viennent me chercher dans les prochains jours, dis-leur que tu ne sais pas où je suis. Les signaux d'alarme retentirent dans mon esprit. Alexandra, quoi que tu prévois ? Je ne prévois rien, mère. Yes, service. C'est différent. Elle remit ses lunettes de soleil, redevenant la femme du monde sophistiquée plutôt que la fille vulnérable. Au revoir. Elle s'éloigna rapidement, sans se retourner. Je restai figé sur le banc, l'esprit envahi de possibilités, aucune d'elles n'étant bonne. Le sentiment de pressentiment qui s'installa sur moi était physiquement oppressant, comme des nuages d'orage qui s'amoncellent à l'horizon. Je sortis mon téléphone, composant le numéro de James. « Où es-tu » exigea-t-il sans préambule. « L'équipe de Schaeffer est en ébullition. Tu ne peux pas disparaître comme ça, pas avec tout ce qui se passe. » « Je vais bien, » l'assurai-je. « J'expliquerai en rentrant. Mais pour l'instant, je veux que Schaeffer suive les mouvements d'Alexandra. Elle vient de me quitter au jardin du Luxembourg, se dirigeant vers l'est par la rue de Médicis. Quelque chose se passe à 4 heures aujourd'hui, et j'ai peur qu'elle ne fasse quelque chose de désespéré. Je m'en occupe, dit James immédiatement. Reviens à l'appartement terrasse maintenant. Par le chemin le plus direct, sans détour. Je suis en route. Je me précipitai sur les allées familières, l'esprit agité par les implications du comportement d'Alexandra. La peur dans ses yeux était authentique, j'en étais certaine. Quoiqu'elle ait été impliquée, cela avait échappé à son contrôle, même à sa capacité de manipulation et de calcul. De retour à l'appartement terrasse, je trouvai James et Schaeffer dans mon bureau, ce dernier parlant rapidement au téléphone tout en surveillant un écran d'ordinateur portable. Il mit fin à l'appel en entrant. « Nous l'avons à l'œil », rapporta-t-il. Elle est allée directement à son loft, en est ressortie 20 minutes plus tard avec une valise, et se trouve actuellement dans un taxi en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Elle s'enfuit, dis-je, la réalisation tombant comme une pierre dans mon estomac. Elle va disparaître. Nous pouvons l'arrêter, proposa Schaeffer. Un coup de fil à la sécurité de l'aéroport. Pour quel motif ? Interjeta James. Elle n'a encore été accusée de rien. Elle n'est pas sous contrainte judiciaire de rester sur le territoire. Je m'affalai sur ma chaise, l'esprit en pleine course. Laissez-la partir pour l'instant. Mais suivez-la. Je veux savoir où elle atterrit, où elle loge, qui elle contacte. Schaeffer hocha la tête. Déjà organisé. Nous avons des ressources dans les principaux aéroports, aux frontières. Si elle voyage sous son propre nom, nous saurons sa destination. Et si ce n'est pas le cas ? Demandai-je. Il surit sinistrement. Juge Blackwood, retrouver des personnes qui ne veulent pas l'être, c'est ma spécialité. Même si elle a de faux papiers, nous la localiserons. James semblait inquiet. Cela complique l'audience de demain. Si Alexandra ne comparait pas.
Alors sa demande sera probablement rejetée. Terminé-je. Mais c'est le moindre de nos soucis maintenant. Si elle s'enfuit, c'est parce qu'elle se croit en danger immédiat. La question est de savoir si ce danger s'étend à d'autres. À moi. Nous avons renforcé la sécurité ici, m'assura Schaeffer. Personnel supplémentaire, surveillance de toutes les approches, vérification approfondie du personnel de l'immeuble. Vous êtes aussi protégé que possible sans vous déplacer dans un lieu sécurisé. J'acquiesçais distraitement, mais pensais toujours avec Alexandra. Malgré tout, la trahison, la cruauté, l'attaque calculée contre ma réputation, je ne pouvais me défaire de l'instinct de la protéger. Elle était toujours mon enfant, aussi éloignée que nous soyons devenus. Et Richard ? Demandai-je soudain. Y a-t-il eu un signe de lui ? Schaeffer consulta son ordinateur portable. Rien d'inhabituel. Il est allé à leur bureau ce matin, est rentré au loft vers midi, et y est resté depuis. Pas de bagages, aucune indication qu'il envisage de la rejoindre. Cela me parut étrange. Ils ne partent pas ensemble ? Après tout ça, elle l'abandonne aussi ? Ou il l'abandonne, suggéra James. Il nous a bien fourni des preuves contre elle, vous vous souvenez ? Peut-être que cette séparation n'est pas entièrement le choix d'Alexandra. L'implication resta en suspens, que Richard avait sacrifié Alexandra pour se sauver. C'était presque trop monstrueux pour être envisagé, et pourtant entièrement cohérent avec ce que j'avais observé de son caractère. J'ai besoin de lui parler, décidai-je. Pas en tant que juge Blackwood, pas en tant que son adversaire au tribunal, mais en tant que mère d'Alexandra. James Parrott Alarm. C'est extrêmement imprudent. Il vous est juridiquement opposé, représenté par un avocat. Tout contact direct pourrait compromettre notre position. Je ne me soucie pas des positions juridiques en ce moment, dis-je fermement. Je me soucie de la sécurité de ma fille. Richard en sait plus qu'il ne nous l'a dit, sur les Russes, sur les plans d'Alexandra, sur le véritable danger ici. Laissez-nous au moins organiser une rencontre contrôlée, suggéra Schaeffer. Lieu neutre, sécurité présente, conversation enregistrée. JY reflexis. Très bien. Mais aujourd'hui, maintenant, avant qu'Alexandra n'atterrisse quelque part et que cette situation ne dégénère davantage. Pendant que Schaeffer prenait les dispositions, je me retirai dans ma chambre pour me changer. Les vêtements décontractés que j'avais portés au parc me semblaient inappropriés pour ce qui m'attendait. Je choisis un simple tailleur-pantalon noir, une sorte d'armure de magistrate, et relevai mes cheveux en son chignon familier. En me regardant dans le miroir, je ne vis pas la mère vulnérable qui avait rencontré sa fille sur un banc de parc, mais la juge Eleanor Blackwood, qui avait affronté des caïds de la pègre et des politiciens véreux sans ciller. J'aurais besoin des deux versions de moi-même pour ce qui allait arriver. La rencontre fut arrangée pour 18h au bureau de Schaeffer, dans un immeuble discret près de la place Vendôme. Richard arriva précisément à l'heure, l'air considérablement plus mal en point que la dernière fois que je l'avais vu au tribunal. Son apparence habituellement soignée avait laissé place à une barbe de 3 jours et à un costume légèrement froissé. Ses yeux, quand ils rencontrèrent les miens, contenaient une méfiance confinant à la peur. « Juge Blackwood, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Votre message disait que c'était urgent. Ça l'est, confirmis-je, lui faisant signe de s'asseoir en face de moi à la table de conférence. Schaeffer et un collègue se positionnèrent discrètement près de la porte, tandis que James s'assit à ma droite. Alexandra a quitté le pays. Si j'avais attendu de la surprise, je fus déçu. Richard se contenta d'acquiescer, comme si cette information confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Quand ? Son vol est parti il y a environ 90 minutes, dis-je, observant attentivement sa réaction. Vous ne semblez pas choqué par cette nouvelle. Il eut un rire amer. Devrais-je l'être ? Alexandra planifiait sa stratégie de sortie depuis des semaines. Je suis seulement surpris qu'elle ait attendu si longtemps pour l'exécuter. Et vous n'avez pas été invité à cette évasion ? Quelque chose passa dans ses yeux, de la blessure, peut-être, ou de la colère. Non. Alexandra a clairement fait savoir que j'avais servi mon but. Une fois que la demande de tutelle aurait échoué, je deviendrais dispensable. Comme moi, observai-je. Dispensable une fois que mon argent était hors de sa portée. Exactement comme vous, acquiesça-t-il. Alexandra a toujours été pragmatique dans ses relations. Les gens ont de la valeur pour elle tant qu'ils lui sont utiles. Quand cette utilité prend fin, son intérêt aussi. Y comprit son mari. Le sourire de Richard était douloureux. Surtout son mari. Notre mariage est un arrangement commercial depuis des années,
un partenariat commode pour l'avancement social et la stabilité financière. Quand ces deux éléments se sont effondrés, il haussa les épaules. Je suis devenu un poids mort. Et pourtant, vous semblez remarquablement calme d'être abandonné par votre femme au milieu de périls légaux et potentiellement criminels. Vraiment ? Il se frotta le visage avec lassitude. Je suppose que la résignation a sans doute l'air de la sérénité vue de l'extérieur. Je savais que ce jour viendrait, juge Blackwood. Je ne savais juste pas exactement quand ni comment. Je me penchai légèrement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes venu me voir avec cette clé USB si vous saviez qu'elle prévoyait de s'enfuir. Quel était votre véritable but, Richard ? Il hésita, pesant clairement ses mots. L'autopréservation, principalement. Je savais que le plan d'Alexandra échouerait. Je savais qu'une fois qu'il le ferait, elle aurait besoin d'un bouc émissaire. En tant que son mari, son associé sur le papier, j'étais le choix évident. Alors vous avez décidé de prendre les devants, interjeta James. Livrez Alexandra pour vous sauver. Richard eut la grâce d'avoir l'air légèrement honteux. Formulé ainsi, cela semble froid. Mais oui, essentiellement. Je voulais m'établir comme témoin coopérant avant que tout n'implose. Et les Russes ? Insistai-je. Sont-ils aussi dangereux qu'Alexandra le suggère ? Son expression est sombre. Plus encore. Ce ne sont pas des gangsters de cinéma, juge Blackwood. Ce sont des hommes d'affaires raffinés qui résolvent leurs litiges contractuels par des méthodes qu'aucun ordre des avocats ne reconnaît. Il se pencha en avant, baissant la voix. Les 7 millions qu'Alexandra a mentionnés, ce n'est pas seulement de l'argent qu'on leur doit. C'est de l'argent qu'ils ont déjà engagé ailleurs, sur la base de promesses faites par Alexandra. Des promesses qu'elle ne peut pas tenir sans accès à votre succession. Les implications étaient glaçantes. Donc il ne s'agit pas seulement d'une dette. Il s'agit d'engagements non tenus, d'obligations bafouées. Exactement, confirma Richard. Dans leur monde, c'est bien plus grave qu'un simple non-paiement. C'est une question de respect, d'honneur, dans leur conception tordue du concept. Et maintenant Alexandra s'est enfuie, laissant ses engagements non tenus. Je sentis le poids de cette réalité s'installer sur moi, nous laissant tous deux potentiellement dans le collimateur. Richard hocha la tête d'un air sombre. Maintenant vous comprenez la véritable ampleur de ce qu'elle a fait. Où irait-elle ? Demandai-je. Elle a dû mentionner des plans de contingence, des voies d'évasion. Elle était prudente sur les détails. Mais je sais qu'elle a des contacts à Genève, des comptes là-bas sur lesquels mon nom ne figure pas. Elle parle couramment français. La Suisse serait ma première hypothèse, bien qu'elle ait aussi mentionné Buenos Aires parfois. Schaeffer prit une note sur sa tablette, vraisemblablement pour informer ses contacts internationaux. Et vous ? Demandai-je à Richard Point. Quels sont vos plans maintenant qu'Alexandra a abandonné le navire ? Il écarta les mains dans un geste de capitulation. Cela dépend en grande partie de vous, juge Blackwood, et de l'ampleur des poursuites judiciaires que j'encours réellement. Ce n'est pas à moi de le déterminer, lui rappelai-je. Mais votre coopération, jusqu'à présent, sera certainement consignée. Il hocha la tête, semblant accepter ce non-engagement. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, dit-il après un moment d'hésitation. Quelque chose qu'Alexandra a mentionné la dernière fois que nous nous sommes parlé. Continuez. Elle a dit, s'il m'arrive quelque chose, tout sera rendu public. Chaque nom, chaque transaction, chaque détail. Elle a une assurance, des documents de toutes ses affaires, y compris les noms de fonctionnaires qui auraient pu faciliter certains arrangements, des banques qui ont fermé les yeux, des clients influents qui ont participé sciemment au système de blanchiment. Un dispositif d'homme mort, murmura Schaeffer depuis sa position près de la porte. Exactement, confirma Richard. Si elle disparaît, si elle est arrêtée, si quoi que ce soit d'imprévu lui arrive, tout cela sera divulgué. Et croyez-moi, les noms sur cette liste, ce serait un véritable tremblement de terre dans certains milieux. J'assimilais cette information, comprenant ses implications pour notre approche. Alexandra s'était protégée de la seule manière qu'elle connaissait, en s'assurant que la faire tomber coûterait trop cher, nuirait à trop de personnes puissantes. Où sont stockées ces informations ? Demanda James. Richard secoua la tête. Je ne sais pas. Stockage dans le cloud, probablement, avec des protocoles de distribution automatisés. Alexandra a toujours été méticuleuse en matière de planification de contingence. Une qualité qu'elle avait héritée de moi, bien qu'elle ait appliquée à des fins bien différentes. Merci pour cette information, dis-je, me levant pour signifier que la réunion était terminée.
Je compte sur votre disponibilité si nous avons d'autres questions. Il se leva également, redressant sa cravate dans un geste réflexe. Bien sûr. Et juge Blackwood? Pour ce que ça vaut, je suis désolée pour tout cela. Alexandra n'a pas toujours été comme ça. Quelque chose a changé en elle, s'est endurci au fil des années. Je l'observais. Cet homme qui avait partagé la vie de ma fille pendant plus d'une décennie, qui avait participé à ses combines, qu'il avait finalement trahi pour se sauver. Nous faisons tous des choix, Richard. Alexandra a fait les siens. Vous avez fait les vôtres. Maintenant, nous vivons tous avec les conséquences. Après son départ, je me tournai vers Schaeffer. Où en est le suivi d'Alexandra? Son vol est à destination de Zurich, avec un atterrissage prévu à 9h15, heure locale. Nous avons des contacts aux douanes suisses qui confirmeront son arrivée discrètement. Nous avons également signalé ses cartes de crédit et comptes connus pour toute activité. J'acquiesçai, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Au moins, nous savions maintenant où chercher. Mais la distance, physique et émotionnelle, entre ma fille et moi n'avait jamais semblé aussi grande. Et l'audience de demain? Demandai-je à James. En l'absence d'Alexandra, la requête sera presque certainement rejetée, confirma-t-il. Mais étant donné les nouvelles informations concernant une activité criminelle potentielle, le juge Wilson pourrait renvoyer l'affaire aux autorités judiciaires, quoi qu'il en soit. Nous aviserons le moment venu, dis-je, soudain épuisé. Pour l'instant, je veux rentrer chez moi et me préparer à ce que demain nous réserve. Le trajet de retour vers le Penthouse fut silencieux, chacun de nous perdu dans ses pensées. La soirée de printemps était devenue fraîche, une légère pluie commençant à tomber alors que nous arrivions devant mon immeuble. La sécurité était visible, mais discrète. Les hommes de Schaeffer positionnés stratégiquement autour de l'entrée, dans le hall, près des ascenseurs. Nous aurons quelqu'un dans l'appartement attenant au vôtre ce soir, m'informa Schaeffer tandis que nous montions. Des boutons d'alerte ont été installés dans chaque pièce. Si quoi que ce soit semble inhabituel, un bruit, une sensation d'intrusion, utilisez-les immédiatement. J'acquiesçai, trop fatigué pour discuter de la nécessité de telles mesures. Le poids des révélations de la journée pesait sur moi. La fuite d'Alexandra, la trahison calculée de Richard, la menace imminente de forces invisibles qui me considéraient comme un obstacle à l'argent qu'elles croyaient leur être dû. À l'intérieur de mon Penthouse, je traversais les pièces familières, touchant des objets qui contenaient des décennies de souvenirs. Le cadre en argent, abritant la photo de diplôme de droit d'Alexandra. L'échiquier ancien que David et moi avions acheté lors de notre lune de miel à Vienne. Les premières éditions reliées en cuir que mon père avait collectionnées et transmises. Tout cela avait autrefois représenté la sécurité, la réussite, l'héritage. Maintenant, cela ressemblait à une cage dorée, peut-être même une cible. Je me servais un modeste whisky quand mon téléphone vibra avec un SMS provenant d'un numéro international inconnu. Bien arrivé. Pas ce que tu penses. Expliquerai tout. Ne fais confiance à personne. Surtout pas à R, bise A. Je fixai l'écran, lisant et relisant le message énigmatique. Alexandra avait pris contact, non pas avec des menaces ou des exigences, mais avec ce qui ressemblait presque à une inquiétude pour ma sécurité. Et elle avait signé « bise A », une formule qu'elle n'avait plus utilisée dans sa correspondance avec moi depuis des années. À quel jeu jouait-elle maintenant? Était-ce une préoccupation sincère ou une autre manipulation? Avant que je puisse l'analyser davantage, un autre SMS arriva. Protocole de sepreschen activé. 24 heures. Trouve le livre bleu où nous lisions. Page 42. Dépêche-toi. Mon cœur s'emballa tandis que je déchiffrais son message. Le livre bleu ne pouvait être qu'une seule chose. Le recueil de contes de fées que je lui avais lu enfant, avec sa distinctive reliure en cuir couleur lapis. Nous avions passé d'innombrables soirées avec ce livre. Alexandra blottie contre moi tandis que je lisais des histoires de princesses et de dragons, de héros et de vilains. Je me dirigeai rapidement vers la bibliothèque, balayant les étagères jusqu'à ce que je le trouve, niché entre des tomes plus savants, son dos jauni mais reconnaissable. Avec des doigts tremblants, je l'ouvris à la page 42. Là, glissé entre les pages, se trouvait une petite clé USB et un mot manuscrit. « Maman, si tu lis ceci, les choses ont très mal tourné. Cette clé contient tout, toutes les preuves de ce que j'ai fait, qui était impliqué, comment cela fonctionnait. C'est une assurance, mais aussi ma confession. Mon avocat a la seule autre copie, avec des instructions pour la rendre publique si je disparaissais. Tu as 24 heures pour décider quoi en faire. Choices Sagement. Je suis désolée pour tout. Alexandra. Je tenais le minuscule appareil dans ma paume,
sentant son poids bien au-delà de sa présence physique. C'était le dispositif d'homme mort d'Alexandra. La preuve qui pourrait faire tomber non seulement elle, mais apparemment de nombreuses figures puissantes impliquées dans ces combines. Et elle me l'avait donné. Pourquoi? Comme moyen de pression? Comme protection? Comme une forme tordue d'excuse? L'Alexandra qui avait porté un toast à ma mort ne m'aurait jamais confié un tel pouvoir sur son destin. L'Alexandra qui avait tenté de me faire déclarer incompétente n'aurait jamais placé une telle confiance en mon jugement. Peut-être y avait-il plus à l'histoire de ma fille que je ne m'étais permis de voir. Peut-être que sous le calcul et la cruauté se cachait quelque chose de plus complexe. Une femme piégée par des circonstances en partie de sa propre fabrication, mais peut-être pas entièrement de son propre choix. Ou peut-être que cela aussi était de la manipulation, la plus sophistiquée, jouant sur mes instincts maternels, mon espoir persistant qu'un noyau de la fille que j'avais élevée demeurait sous l'extérieur endurci. Alors que je me tenais là, preuve en main, face à la décision peut-être la plus lourde de conséquences de ma vie, je réalisais une vérité fondamentale. Justice et miséricorde empruntent rarement le même chemin. En tant que juge, j'avais toujours privilégié la première. En tant que mère, j'aspirais à choisir la seconde. La question était maintenant de savoir si je pouvais trouver un moyen d'honorer les deux, et si Alexandra, où qu'elle soit, m'avait enfin dit la vérité.